Welcome, bienvenue dans le nouvel épisode du Weekend AB Show. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, Mika, depuis le dernier épisode avec Taylor Lapillus. Donc on en a Ouais. manqué un, malheureusement, par manque de temps. Mais le principal, c'est qu'on est là, présent, à l'heure. Comment il va, mon Mika? Bah écoute, ça va et toi, Web? Et c'est ce que j'allais te dire, belle affiche derrière. Mais je sais Bah, même pas, le pire, c'est que je crois même pas qu'on va le voir, en fait, dans le montage, vu qu'il y a tu sais, il y a ah, l'image qui... Mais bon. Voilà, le principal, c'est qu'on est là. On va revenir sur l'UFC 294. Mika, on n'a même pas fait des previews là-dessus. Pourtant, il y avait pas mal de choses à dire, notamment tous les changements qu'il y a eu avec la blessure de Paulo Costa, avec la blessure de Charles Oliveira. Mais voilà, on a quand même eu un beau show, de belles oppositions. Juste avant ça, n'oubliez pas quand même de vous abonner. Ça sera bientôt disponible à nouveau sur Spotify et sur les différentes plateformes audio. Mais bon, Mika, alors le main event, il a tenu toutes ses promesses, on peut dire, ou pas? franchement, je vais pas vous mentir. Moi, on m'a dit en gros, ouais, mais tu trouves pas que la carte reconstituée, elle est mieux que la carte initiale? Et franchement, les gars, je vous le dis tout clairement, non. Le fait que Nassourdine ne soit plus sur la carte, le fait de voir Kamaru Usman face à Ramzat, bah, j'aurais préféré voir Costa face à Ramzat et Alexander Volkanovski face à Makhachev. J'aurais préféré voir Oliveira préparé face à Makhachev. Mais je propose qu'on revienne sur chaque combat. En tout cas, sur l'ensemble de la carte, je pense que la carte initiale était quand même plus intéressante que celle qui a été proposée. On est Mais d'accord. c'est vrai que l'UFC a fait du gros travail pour sauver la carte et il y a quand même eu des choses spectaculaires lors de cette carte et on va y revenir. C'est à toi de me dire l'ordre des combats que tu veux Bah voir. écoute, moi je te propose qu'on revienne. Bon après sur Ikram Aliskerov, c'était un combat engagé. On voyait qu'il y avait un danger des deux côtés, que ça strikait bien. Il s'est imposé sur un jab, il fait vaciller l'adversaire et de base c'était Nassourdine qui devait le prendre. Malheureusement ça s'est pas fait et finalement c'est Warley Alves qui a pris le combat aussi on va dire en short notice parce que le combat de Nassourdine ça a été annoncé il y a à peine 2 semaines il me semble, 2 3 semaines que ça a Ouais, été annulé, ouais. l'annulation pour passeport, ça fait 2 semaines et c'est vrai que bah, le pauvre, j'ai envie de dire le pauvre Alves, c'est un peu bourbier pour lui déjà parce que c'est un 77, c'est quelqu'un qui fait sa carrière à Ouais. 77 à l'UFC. C'est un peu en dents de scie, on va dire sa carrière à l'UFC, elle est quand même pas, elle est pas dingue. Euh, il est sur 2 défaites consécutives et à la dernière minute, entre guillemets, on lui dit tu montes à 84 kilos, affronter Alice Kerov et on sait l'UFC mise quand même sur Alice Kerov. Et c'est ça que j'ai trouvé assez, au départ, assez particulier, c'est parce que j'ai eu l'impression aussi que l'UFC misait beaucoup sur Nassourdine et je trouvais étonnant de voir Nassourdine contre Alice Kerov. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que la catégorie des moins de 84 kilos, euh, elle est en plein mouvement à l'UFC. Je ne sais pas si tu as la même impression que moi, mais quand je vois des Bonical, je vois Shimaev, je vois Alice Kirov qui arrive, Nassourdine qui est aussi en place. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a vraiment une nouvelle vague de combattants qui arrive dans cette catégorie et qui laisse présager, en tout cas pour le futur, des beaux combats. Et je pense que ça va être compliqué pour les Sean Strickland, Whittaker et peut-être même Adesanya, ça va être compliqué pour eux de revenir. Je ne sais pas ce que tu en penses. Déjà, juste le fait qu'il y a eu Sean Strickland en tant que champion, déjà, ça a un petit peu chamboulé la catégorie. Après, est-ce que Sean Strickland, il a du souci à se faire? Honnêtement, pas pour le moment, j'y pense pas. On reviendra en tout cas sur le cas de Shimev qui va justement normalement affronter Sean Strickland par la suite. Mais moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, on va dire là, le plus gros potentiel danger de la catégorie, selon toi, c'est qui pour aller titiller le champion? Bah déjà Duplessis. Clairement, Duplessis, pour moi, ça reste un gros danger pour Strickland en termes d'opposition de style. Je pense que Duplessis, il a les armes pour mettre et clouer au sol Strickland. Ensuite, on l'a vu, on n'est pas à l'abri aussi que Pereira il puisse redescendre à 84 kilos et on avait vu ce que Pereira avait déjà fait à Sean Strickland à Ouais. l'époque. On n'est pas à l'abri aussi que Whittaker, bah, on lui redonne sa chance. Franchement, je pense que beaucoup de combattants ont leur chance hein, face à Strickland. Maintenant, il est un peu sous-estimé parce qu'il a une boxe peu orthodoxe. Mais encore une fois, quand je te dis, quand je vois Bonical qui arrive derrière, Shimaev, Nassourdine qui est en place et que je vois le Alice Kerov, je me dis qu'il va y avoir du renouveau dans cette carte et qu'il y a beaucoup, entre guillemets, d'anciens qui vont régresser au classement. Donc peut-être que je me trompe, mais c'est le sentiment que j'ai. En tout cas, c'est une catégorie, on le voit, qui est en plein renouveau. C'est ça. Mika, du coup, on va revenir sur le combat, sur le main event entre Ramzat Chimaev, parce que Kamaru Usman a pris le Attends, choix.
Tu Ouais. veux pas parler d'Ankalaev Johnny Walker Si, pour ceux vas-y. qui. Vas-y, Ouais, vas-y. Ouais. en fait, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi ce qui se passait, bah, le combat, il s'est arrêté rapidement, hein, n'empêche, hein, Ouais. je crois qu'il y a eu à peine 3 minutes de combat. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Ankalaev, il y a eu, on l'a vu beaucoup en plus dans le combat, parce que même le petit prodige, putain, j'oublie son nom, attends. Saïd. Euh, Mokaev. Mokaev, Mohamed Mokaev. ouais, il a beaucoup joué avec ça, deux, trois appuis au sol, parce qu'en fait, on n'a pas le droit de frapper quand il y a trois Ouais. appuis au sol, et il jouait beaucoup avec ça quand il remontait, etc. Et là, ça a été un peu pareil avec Johnny Walker, et il y a eu à un moment donné, entre guillemets, un coup illégal, et Johnny Walker, il a pris du temps un peu pour se reposer, pour souffler l'expérience, et aller savoir pourquoi l'arbitre, le médecin, pardon, T'as l'arbitre a pas, fait monter le médecin, t'as pas suivi et pourquoi il a arrêté? non, en fait, le médecin arrête le combat sans explication. Et t'as même Dana White qui est venu parce que ça s'échauffait à l'intérieur de la cage. Johnny Walker, il a pété les plombs, il a même poussé l'arbitre et tout, parce Non, qu'il mais il croyait y a que une c'était raison, Mika, hein. Il y a une raison, hein. En fait, Alors attends, mais tu sais ce que Dana White a dit dans la cage? il a dit quoi? Il a dit le médecin est incompétent. Oui, après, Dana White, lui, il voit un petit peu sa soirée se gâcher. Mais en fait, sur Twitter, j'ai vu que c'était Megan Olivi, la journaliste, qui disait qu'en fait, l'arbitre, il a demandé à Johnny Walker où tu es, tu sais, genre, pour voir s'il était conscient, il a répondu dans le désert. Ouais, mais Je sais pas si c'est vrai. Et en fait, non. avec cette réponse-là, apparemment, l'arbitre, il a arrêté. Mais moi, en fait, Mika, ce qui rend ouf, c'est que, ok, c'est un coup illégal, mais le coup Non, mais n'était tu pas. vois, en plus, Johnny Walker, peut-être, tu vois, l'arbitre, il lui dit où t'es, tu vois, et lui, il s'est dit, bah, je suis à Abu Dhabi dans le désert, tu vois, Johnny Walker, on le sait. Non, mais on le sait qu'il a Non, pas le non, mais il est cerveau un peu comme. foufou, ouais. Ouais, et Dana White, je te dis, il a dit, non, mais, genre, en gros, l'arbitre, il est inexpérimenté, et franchement, tu voyais que le coup, il était pas de En fait, tu voyais que le coup, il était pas de nature Non, mais à arrêter le Mika, combat. tu sais Ouais. pourquoi? Pour moi, c'est un petit peu dommage parce que, en fait, quand il se prend le coup illégal, déjà, il n'y a pas une amplitude de ouf, hein. C'est pas le même coup qu'avec, comment il s'appelle, Aljamain Sterling et Petr Yan. Et déjà, Johnny Walker, il ne réagit pas à ce moment-là, tu sais. Il voit que c'est un coup illégal et après, c'est quand l'arbitre il intervient que Johnny Ouais, il Walker, prend il fait son signer en temps. live, tu vois. Mais en gros, il n'y avait rien du tout. Moi, je Mais pense que on est, ça a mérité juste un avertissement. S'il voit que le combattant il est apte à repartir, ok, vas-y, c'est bon, on repart, tu vois. Donc c'est un peu dommage d'avoir stoppé ce combat-là. En plus, ça tenait toutes ses promesses, hein, c'est un combat engagé et tout. Mais ouais, effectivement, du coup, ouais, c'est un non-contest, hein. Ouais, nos contests. Et c'est la première fois de ma vie. Je sais qu'il y avait, putain, j'ai oublié son nom. Je vais essayer de retrouver un Anglais une fois à l'UFC qui avait contesté une décision de l'arbitre de manière un peu houleuse. Et il s'est fait virer de l'UFC derrière. Et là, franchement, il fallait pas que. C'est Paul Délé, je crois, qui avait fait ça. Et si Walker avait exagéré, franchement, il aurait pu se faire sortir de l'UFC. Donc, heureusement que Dana White il est intervenu parce il a quand même vite mis tout le monde d'accord. Mais en tout cas, je pense que c'est un combat qui se replanifiera bientôt parce que c'était intéressant, mais je voyais petit à petit que quand même Ankalaev, il avait pris le dessus. Enfin, il prenait le dessus sur le combat. Mais affaire à suivre. Mika, on repasse au Common Event, Ramzat Chimaev contre Kamaru Usman. Pétard mouillé, Mika, un peu ce combat. Et franchement, je sais pas si je peux parler d'une déception en fait du côté de Ramzat Chimaev parce que il a eu un camp complet. Je sais que ça veut rien dire ça, surtout au niveau. Mais lorsque tu prends un shortlist à 10 jours, Mika, toi qui es combattant professionnel, hein, tu sais que t'as jamais un très très bon rythme, on va dire, hors prépa. Ouais, hors prépa, tu vois. Ouais, bah, attention, il savait qu'il était combattant de réserve, hein. Attends, il était pas officiellement backup, Ousmane, non? Ah, je crois que si, hein. Je crois Je qu'il crois, était Mika, officiellement backup. je ne crois pas. Je te jure, je ne Euh, crois pas. ok. Tu vois, et non, il me semble que c'était, non, non, je sais pas. Mais en tout cas, en fait, j'ai été déçu parce que bah, Ramzat, ça fait un petit moment qu'on l'attend. Son dernier combat, c'était contre, comment il s'appelle, Big Mouse, là. Je vais Hein. regarder. Big Mouse, son surnom. Enfin, c'est Dana White qui le surnommait comme ça. C'était contre Ouais. Kevin Holland. Ouais, bah, c'est ça, c'était contre Kevin Holland. Avant ça, il nous fait le Gilbert Burns, il fait une grosse guerre. Et en fait, là, je m'attendais au moins à une belle performance. Bon, même si le premier round, il a apparemment scoré 18 parce qu'il passe son temps dans le dos d'Ousmane, le deuxième round, c'est très, très moyen. En fait, surtout au niveau de la condition, tu vois qu'il est un petit peu sur la réserve. Ousmane, il prend un petit peu le devant. Après, voilà, il score une amenée au sol à la dernière minute du deuxième round. Derrière, le troisième round, pareil, tu vois que Ousmane, il prend un petit peu le devant sur le striking. Et je te jure, bon, la décision, elle est incontestable, hein. Pour moi, il gagne sans débat, Ramzat.
Mais honnêtement, je suis un peu déçu de la performance, Mika. Je suis un petit peu déçu de la performance. Tout, en fait, l'aura qu'il y a autour de lui, toute cette hype qu'il y a autour de lui, une fois qu'il arrive au top niveau, bah là, il nous fait deux décisions. Et les deux décisions, c'est contre Gilbert Burns et contre Kamaru Usman. Et avant ça, bah, il finit les combats au premier round contre Kevin Holland, contre Ting Liang Lee, bah, c'est contre Jack Emerson. Mais voilà, ah non, Jack Emerson, je suis en haut, c'était en lutte. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux Ouais, dire, c'est c'était que Herman, c'était en lutte, ouais, ouais, exactement. ouais. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que là, arrivé, on va dire, dans le top 5, on voit qu'il a pas voilà, en tout cas, il se matche pas les gens, quoi, comme il l'avait prédit. Donc, un petit peu déçu, même de l'engagement du combat. Je suis déçu. Honnêtement, je suis déçu et je me dis contre Paulo Costa, ça aurait été pas gagné d'avance, hein, honnêtement. Alors, moi, franchement, j'ai plusieurs choses à redire parce que je peux pas dire déçu quand même. Parce que tu me parles de Gilbert Burns et de, et de Kamaru Usman, mais Gilbert Burns, c'était le juste avant ça, je crois, il avait combattu Kamaru pour la ceinture donc c'était un prétendant au titre très sérieux qui était top 3, top 4 à l'époque chez 77, voire top 2. Derrière, on parle d'Ousmane. Ousmane, ça a été quand même le champion incontesté. Pendant longtemps, on le voyait comme peut-être celui qui allait remplacer GSP, qui allait battre le record de victoires consécutives d'Anderson Silva, donc presque le GOAT absolu en MMA. Bon, maintenant, effectivement, il est terni par ses deux défaites contre Leon Edwards. Mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'à maintenant, quel combattant a fait ce que Shimaev a fait à Kamaru Usman sur le premier round? Bah, Quel personne. Non, non, combattant? non, mais Non, mais on est d'accord, mais Mika, donc, en faut fait, pas oublier que attends, là, Ousmane, il sort de deux défaites oui, consécutives et on mais voit que c'est des défaites qui l'ont un petit peu, bah, voilà, on voit, on voit que Ousmane, c'est des défaites qui l'ont affaibli, mais je vois surtout, parce que sur le point de vue physique, athlétique, technique, ce que je vois moi, je parle pas de l'état psychologique, parce que ça, c'est des suppositions qu'on fait. Mais sur ce que j'ai vu, moi, samedi soir, j'avais presque, à la fin du premier round, hein, je parle, hein, et j'avais presque mal au cœur pour Kamaru, hein. ah Franchement, bon, je me mais suis, honnêtement, moi, je vois. là, à la fin du premier round, gros, c'est un 18. C'est presque un 18. À la fin du premier round, tu te dis, mais attends, le pauvre, ils l'ont jeté en pâture. Et le mec, il s'est amené au sol. L'amener au sol, elle était même pas timé. Ça veut dire qu'il a attrapé sa cheville. Oui, il Ensuite, a il est monté réajusté. tout en puissance. Et après, au sol, il s'est amusé avec lui. Non, Et justement, Mika, moi, j'ai pas vu la même chose que toi, gros. Je suis désolé. bah attends, il a pris le dos, il s'est Il a amusé. pris le dos, mais tu vois qu'il a du mal à finaliser. Tu vois qu'il Ouais, met pas, il met pas de réelles frappes bon, ok. consécutives, tu vois. Qui a mis Ousmane sur le dos, il l'a gardé. Enfin, à part Léon Edwards qui l'a stabilisé un petit temps, qui a pris la montée, Ouais, personne. Mais en on est, gros, moi, je prends en compte, en tout cas, le short notice. Je prends en compte tout ce qu'il y a. non, mais déjà, ça a vérifié parce que, alors, il y a eu deux fois, en fait, il y a eu deux communications différentes. Il y a une communication qui disait qu'il était combattant officiel et il y a lui qui disait que Go pour aller faire le million de dollars, il a appelé ses coachs et tout. Donc, enfin, c'est peut-être l'UFC qui a dit que c'était un combattant officiel voilà, pour dire qu'il serait prêt, etc. Au-delà de ça, franchement, sur Shimaev et la performance qu'il a fait contre Kamaru, à la fin du premier round, je me dis, ok, c'est un monstre. Ah Je ouais? me dis, ouais, je me dis, c'est un monstre. À la fin Non, du premier, mais en fait, Mika, on peut pas, je ne peux pas nier ses points forts, ses aptitudes et tout. Mais je sais pas, pour moi, en fait, après, tu sais, moi, je prends aussi en compte ce qui se dit dans les interviews, ce qui se dit aussi dans les conférences de presse, tu vois. Je sais pas, mais quand tu vois, par exemple, l'entraîneur de Shimaev, par exemple, il y a quelques jours, il y a une déclaration qui disait que, ouais, Shimaev, c'est un monstre à l'entraînement. Il s'entraîne pas que pour être champion, mais il s'entraîne pour être le meilleur de tous les temps. Lorsque tu t'entends ce genre de déclaration, bah, forcément, tu t'attends à des performances, soit à ce qu'il roule sur ses mais, adversaires comme il l'a fait par le passé. Tu mais vois ce que je veux dire? à la Sauf fin que, du premier round, c'est ce qui s'est passé, Ibi. On n'a pas vu le même premier round. on À a la fin vu. du premier round, il l'a amené au sol, il a mis 70 frappes et il a reçu une seule frappe. En fait, Et ok, ok. je vois pas ce que tu veux dire En à la gros, ce fin que je du veux dire, c'est premier que round. dans le premier round, à quel moment tu vois que l'arbitre est à genre à deux doigts d'arrêter le combat? À quel Bah, moment là tu non, vois Kamaru bah, Usman qui est cabossé? À quel moment tu vois genre un étranglement si, qui est si. verrouillé? Donc, déjà, à un moment donné, il y a une série de frappes, elle est tendancieuse. Et à un moment donné, il y a deux étranglements, notamment sur la mâchoire, qui sont pas loin de passer. Et ça, en un round face à Kamaru Usman, je te jure, on néglige trop Kamaru. Parce qu'il est sur deux défaites, on se dit, ouais, il est sur le déclin et tout. Non, moi je Gros, pense que c'est pas la il négligence de est, Kamaru, c'est plutôt j'ai pas envie de mais, dire le mot surcotage pour Hamzat, bah, mais Mika, regarde, ok, moi, attends, mais laisse-moi finir mon développement. excuse-moi. Parce que à la fin du premier round, ce que je dis, c'est que Shimaev, pour moi,
bah, fait du Shimaev et je me dis, mais ce gars-là, c'est un monstre. Il y a personne qui va l'arrêter. Clairement, je me dis, il y a personne qui peut le battre. Le deuxième round, et c'est là où il fait du striking au départ et je me dis, bah vas-y, peut-être il a envie de se tester. Il sait qu'il a gagné le premier round, il se teste, il fait du striking. Je trouve qu'il met des body kicks. Il Et en a quand mis tu qu'un vois, seul ou deux. oui, il en a mis plusieurs, mais tu vois, il met des combinaisons. Je me dis, ok, bon. Et à un moment donné, dans le deuxième round, à la fin du deuxième round, t'as Ousmane qui commence à croire en lui et qui voit que son anglaise, elle touche. Et là, je me dis, bon, là, quand Ousmane met l'accélération, qui croit en lui et qui joue en anglaise, on voit qu'il est au-dessus de Shimaev en anglaise. On voit que Shimaev, il prend les coups. Et après, Shimaev, il voit que peut-être le deuxième round file entre ses mains parce qu'il a pris une grosse frappe significative à un moment donné. Il amène au sol, mais il fait rien de l'amener au sol. Donc, assez serré. Troisième round, Ousmane revient avec des mauvaises intentions. Pareil, il se fait confiance en anglaise et d'ailleurs, il touche fortement. Et Shimaev réamène très intelligemment le combat au sol et domine sur l'ensemble du round, domine, comment dirais-je, Kamaru Usman sur le combat. Donc, les Non, mais conclusions, après, t'as oublié ce qui se passe à la fin du troisième round. Kamar Ousmane, il se lève et il se après, lève et ça boxe, mais ouais. les deux font la bagarre et touchent pas. Oui. Maintenant, ce que je constate, et là, c'est ce que je vais tirer comme conclusion, c'est que la boxe de Shimaev est perfectible. Ça, c'est en numéro un, c'est clair. La lutte de Shimaev, je suis pas loin de croire que c'est l'un de ceux qui luttent le mieux et du moins le plus puissant à l'UFC. Parce que ce qu'il a fait, encore une fois, à Kamaru Usman, je pense que même Kobe Covington, qui est reconnu pour avoir une lutte excellente, n'a pas réussi à le faire. Physiquement, euh, je pense qu'il a un gros problème de gestion d'énergie. Je pense pas qu'il a un problème de cardio, mais je pense qu'il gère mal son énergie et qu'il utilise beaucoup d'énergie dans les premiers rounds. Et ça peut lui jouer des tours sur des formats de 5 rounds. Parce que voilà, là il a géré son combat en 3 rounds, mais est-ce qu'en 5 rounds il aurait géré pareil? Bon bref, ça pose des questions, ça questionne. Et donc je me dis, est-ce qu'il a les épaules à 84 kilos? Parce que on sait aussi, Ousmane, même si c'est un gros 77, c'est pas un gros 84. Hmm. Et quand tu vois des Vettori, des Duplessis, des Strickland, Bronson, ouais, c'est comme ça. Derek Canonnier. Brunson. Ouais, Canonnier, c'est ça. D'ailleurs, il a signé au PFL, Derek Brunson. Ah ouais, bah ok, bon bah Canonnier et tout, je me dis c'est des gros morceaux à 84 et est-ce que Shimaev sera en capacité de les prendre? On avait vu contre Hermanson qu'il avait joué avec lui, mais ça me laisse des doutes. Maintenant, il y a des choses qui ont été dites en après-conférence ou du moins des suppositions. Shimaev, il dit, je crois que je me suis cassé la main au premier round. Oui. Et donc ça pourrait expliquer aussi, c'est peut-être qu'il a pas réussi à boxer au deuxième et pas réussi à lutter comme il voulait. Maintenant, c'est clair que ça questionne. Je suis d'accord avec toi que fin du premier round, je me dis c'est un monstre absolu. Il va niquer tout sur son passage. Deuxième, troisième round, je me dis attention. Tu vois, Mhm. par exemple, je me mets avec un mec comme Nassour qui a une excellente boxe et qui se fait plus confiance qu'à Ousmane. Et ben, je me dis en vrai, il y a la place. Tu vois, Mais je, c'est je, ça. je me dis que par exemple Nassour, bah pour moi sur ce combat-là avec la boxe qu'il a, Nassour gagne ce combat. Après, c'est des suppositions hein, que je fais, mais Non, mais on est je, d'accord. tu vois, c'est vrai que, en tout cas, le Shimaev que je voyais comme imbattable, imprenable, bah là, j'ai vu des lacunes encore plus grosses que ce que j'avais pu voir face à Burns. Mais on est J'ai, d'accord, ouais. mais maintenant, je dirais pas que c'est comment dirais-je, un pétard mouillé ce combat. Je dirais juste que lui, il a fait le taf. Ousmane n'a pas cru en lui. Et que si il avait cru en lui plus tôt, peut-être que ça aurait apporté plus de saveur au combat. Mais moi, je reste persuadé que Shimaev est un monstre. Vraiment, je pense que ce gars-là est un monstre et qu'il a une lutte incroyable. Et je crois qu'aussi qu'il doit avoir une puissance extraordinaire. Sur l'amener au sol au premier round, les gars, il a même pas le timing. Il est pas dans le timing, hein. Il On est attrape la d'accord. cheville Il et a juste réajusté en il prenant la cheville, réajuste, il ouais. bricole et après aussi ce que j'aime c'est sa chaîne en lutte quand il vient crocheter, tac, il vient dans le Ouais. dos, etc. C'est incroyable. Maintenant j'ai le sentiment que ça lui prend beaucoup d'énergie et ça il faudra qu'il fasse attention parce que maintenant il va passer sur des combats à format 5 rounds et attention à lui quand même. Mais je te assure que s'il y a Shimaev Strickland, même avec ce que j'ai vu contre Kamaru Usman, je vois Shimaev gagner. Écoutez, en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais juste rebondir, Mika. Moi, en fait, où je vois qu'il y a des grosses. Non, mais techniquement, sur le Chain Wrestling, il n'y a rien à dire, hein. La lutte en chaîne, il n'y a rien à dire.
Par contre, je trouve qu'il se jette énormément sans masquer les takedowns. On l'a vu, hein, il y a eu au moins trois quatre défenses de la part d'Ousmane, net et sans bavure. Et comme je t'ai dit, sur le striking, je trouve qu'il est. En fait, dès qu'il engage le combat en striking, je trouve qu'il se fait beaucoup toucher et qu'il m'a l'air. En tout cas, il y a danger. Tu sens qu'il y a danger et tu sens qu'un bon striker qui n'a pas peur de la lutte, qui a une bonne défense de lutte pourra lui faire mal. Et moi, je pense Non, à Sean Strickland. Franchement, je mais pense à Sean attends, Strickland à ce moment-là. moi, AB, quand même, il y a une stat qui était folle à l'époque, qui disait personne n'a réussi à amener Kamaru Usman au sol. Oui, Et c'est arrivé, Leon Edwards avait réussi à un moment donné à le garder très peu de temps sur le dos. On oui. est d'accord. Et quand tu as ça en tête, et c'est pour ça que je te dis attention, comme tu le dis souvent, en plus c'est toi qui dis ça, on a la culture de l'instant Non, Mika, présent, Mika, on écoute. oublie. Et non mais Ousmane en termes de défense de lutte, c'est peut-être ce qui se fait de mieux à Non, l'UFC. mais Mika. Et non mais ok, il a perdu ses deux combats, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais vu un combattant faire ce que Chimaev. Il a amené Ousmane, les trois rounds, il les a amenés sur le dos. Ça veut dire qu'il a, Oui. ouais, c'est incroyable. Non, mais Ça, face Mika, en peut-être gros, au plus gros lutteur, anti-lutteur de l'UFC qui était Ousmane avec cette stat incroyable, au gars qui était en train de briser tous les records et qui était sur le point d'égaler en termes de victoires consécutives, Anderson Silva. Ce que je veux dire, il vient de gagner ce gars-là quand même. C'est pour bah, ça en que je fait, dis Mika, moi, attention. ce qui ne me surprend pas, c'est que, je le répète, c'est 10 jours de préavis. Et en fait, si Ousmane était le Ousmane qu'on a connu justement quand il avait le 100% de stade de takedown défense, là, ok, j'aurais rien à dire. Maintenant, le Ousmane qui a accepté le combat en short notice, ce n'est plus le Ousmane champion, c'est le Ousmane qui sort de deux défaites. C'est le Ousmane qui a combattu contre Leon Edwards qu'on n'a pas reconnu, gros Mika. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est plus le Ousmane Prime en tout cas. Après, Bah, je je sais sais que pas, voilà. moi j'ai trouvé que le Ousmane du deuxième, fin du deuxième Oui, round et oui, troisième oui, round, on a un petit. il était meilleur que le Ousmane deuxième round Et attends, il y a contre Edwards. Mika, et en plus, c'est pas sa catégorie. Tu sais, en fait, moi, je prends tous ces facteurs-là en compte. C'est pour ça que je dis que la performance de Ramla Chimaev, voilà, en fait, il avait trop d'avantages. Il avait trop d'avantages sur Ousmane pour faire une performance comme telle. Et c'est vraiment pour ça que je suis un petit peu déçu. Mais après, voilà, je ne peux pas nier sa Ouais, je technique en comprends. lutte, je ne peux pas nier le fait qu'il fasse un premier round et en plus qu'il a été scoré 18, où il passe son temps à faire le sac à dos. Je Ah peux rien dire ouais, sur ça, tu vois. non, Mais franchement, ouais, c'est en tout incroyable. cas, Il m'a ouais, impressionné. Franchement, il m'a impressionné. Après, je suis d'accord, je comprends, j'entends hein, ce que tu dis parce que ça questionne. On a vu des failles chez lui, effectivement. Maintenant, il a 7 combats à l'UFC. Il, il a battu déjà deux top 5 le GOAT absolu presque qui était chez les 77, même si c'est un roi déchu actuellement. Il avait battu Burns aussi. Aujourd'hui, il se dirige vers Strickland pour son 8e combat à l'UFC. Je trouve que c'est exceptionnel. Bah, écoute, il y a que l'avenir hein, qui me dira si je me trompe ou pas, mais je pense que c'est le futur champion de la catégorie. écoute, on verra. En tout cas, moi, j'ai des doutes. Honnêtement, j'ai des doutes. À voir. On passe, Mika, au main event aussi. Islam Makhachev contre Alexander Volkanovski, qui a aussi pris ce combat en short notice parce que c'était Charles Oliveira qui devait affronter initialement Islam. D'ailleurs, Charles Oliveira qui a eu une coupure, mais bon, après, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je ne comprends pas quand même à ce niveau-là, à 2 semaines du combat, comment en fait. Bon, après, je sais pas si c'était lors d'un sparring appuyé, mais voilà, quand même, mettez un casque, les gars. Manque de professionnalisme. Ouais, après, tu sais, ça peut être juste une tête qui se relève et tout, malheureusement. Ouais, c'est vrai, Mais c'est vrai. j'entends ce que tu dis, parce que la déception, par contre, pour le coup, elle est vraiment partagée, tu vois. Mais ça peut arriver tellement vite, franchement, C'est que je vrai. sais pas. Mais en tout cas, pour Islam, bah, Mika, il n'y a pas de débat. C'est un combat net sans bavure, j'ai envie de Ouais, dire. je- Mais par contre, c'est un petit peu dommage, en fait, parce que le premier combat, moi, honnêtement, bah, déjà, j'avais vu, c'était un pronostic erroné, parce que pour moi, en tout cas, de ce que j'avais prédit lors du premier combat, c'était que Islam allait rouler sur Volkanovski. Volkanovski, il a déjoué tous les pronostics. C'était un combat super engagé qui aurait même pu, on va dire, balancer. En tout cas, la décision aurait pu balancer du côté de Volkanovski. Et le fait qu'il a accepté là ce short notice là,
il a dit après à la conférence de presse que, bon, voilà, qu'il a sorti, on va dire, comment dire, ses raisons qu'il n'était pas bien parce qu'il manquait d'activité. Mais c'est un petit peu dommage, en fait, parce que ce genre de combat-là, ça mérite vraiment un training camp complet. Tu sais, même faire toute la communication autour, avoir des axes de progression. Et le fait qu'il ait voulu, je pense qu'en fait, qu'il a été trop gourmand, en fait. Tu sais, il a été trop gourmand. Peut-être qu'il était un petit peu encore sur l'engouement du premier combat. Et malheureusement, enfin, malheureusement pour Volkanovski et heureusement pour Islam, fin de débat, hein, il a su faire ce que personne n'a fait à l'UFC, en fait. C'est-à-dire mettre KO Volkanovski. C'est ça. Après, en fait, c'est ce qui s'est passé là. En fait, il y a plusieurs choses à dire sur ce combat. C'est pour ça que je dis que le combat en lui, c'est pas qu'il me hypait moins que Oliveira contre Makhachev. Et c'est pour ça que j'ai précisé d'emblée, moi j'aurais préféré voir un Oliveira préparé face à Islam Makhachev que un Volkanovski short notice face à Islam Makhachev. Euh, on avait déjà vu Islam commencer à sortir des high kicks, notamment face à Oliveira 1. Je sais pas si tu te souviens. Et quand je vois le niveau de pied-point de son cousin, on peut dire que c'est son cousin au Bellator, celui qui est champion à 70, je Omar, me dis, Oumar, ouais, Oumar Nurmagomedov, je me dis que Islam aussi doit travailler son pied-point et on le sait, c'est un acharné de travail. Et d'ailleurs, on le voit, Makhachev, il fait partie de ces champions qui, entre chaque combat, arrivent encore à progresser. Et ça, c'est pas quelque chose donné à tout le monde. Maintenant, Volkanovski, il a 35 ans, il se dit qu'il veut marquer l'histoire. C'est possiblement, après José Aldo, le plus grand champion des 66 kilos. Je pense qu'il a vu ça comme un signe et comme tu le dis, il était conforté par l'idée que le premier combat était quand même très équilibré. Tout se joue, je crois, c'est sur la manière de scorer le deuxième round. Je sais plus c'est lequel, mais je crois que c'est le deuxième round qui portait un peu à débat. Mais clairement, c'est pas suffisant pour affronter Makhachev. Aujourd'hui, comme tu le dis, il faut ces 6 semaines d'entraînement. Et c'est un peu dommage parce que quand tu es champion comme Volkanovski, même si nous, aujourd'hui, on connaît le contexte du combat, etc., aujourd'hui, il a perdu. Et ça serait, et d'ailleurs, il le dit lui-même, c'est fini pour moi les 70, j'y retourne pas. Bon, il parlait avec la déception, mais c'est clair qu'il aura pas sa chance tout de suite et que du coup, il va repousser la chose à dans longtemps. Maintenant, dans la manière dont il a abordé le combat, je crois qu'il n'avait pas trop le choix et c'était la bonne manière qu'il l'a fait, c'est-à-dire qu'il a essayé de tout donner. On a vu, il n'était pas dans la mesure, pas dans le calcul. Très vite, il est rentré dans le combat, chose qu'il n'avait pas fait lors de la première édition. Il a essayé de coller Makhachev, il avait bien défendu les amener au sol, mais maintenant, il s'est fait cueillir sur ce high kick et c'est le jeu, j'ai envie de dire. Mais clairement, Makhachev, on le voit, c'est un monstre. Le high kick qu'il lui met, en plus, il est franchement beau, hein, le high kick, hein. La hanche, elle passe. T'as vu les coupures que ça lui a infligées. Il est vraiment plein pot. Et voilà, on a un monstre face à Volkanovski. Et maintenant, j'ai envie que ce soit Makhachev qui sorte de sa zone de confort et qui aille désormais chez les 77. Quand je dis zone de confort, on n'est jamais dans oui, sa zone de confort, surtout à 70 c'est kilos, hein. vrai. Quand on voit les monstres qu'il y a derrière, on n'est jamais dans sa zone de confort. Mais j'ai envie qu'il prenne ce risque. Peut-être qu'il nous offre quelque chose que Khabib n'avait pas su faire à l'époque, c'est-à-dire monter chez les 77 pour affronter Ousmane à l'époque. Et là, effectivement, j'ai envie de voir un Makhachev monter et aller prendre Edwards ou Covington en fonction de qui gagnera le combat. C'est quelque Ouais. chose qui... Et t'imagines si, je sais pas, hein, mais imagine Covington prend la ceinture comment dirais-je, à Edward. Léo Edwards et t'arrives à faire un Makhachev Covington, bah ça va, c'est une troisième guerre mondiale. Je te jure. C'est une troisième guerre mondiale, mais voilà, pour l'analyse, vraiment, et en plus, je pense, après, tu me diras peut-être que je me trompe, mais je suis pas sûr que les conditions d'entraînement actuellement au City Kickboxing soient réellement bonnes. Entre la petite retraite, entre guillemets, de Adesanya, qui dit je vais prendre du temps, je sors d'une grosse défaite, ça va être compliqué. Volkanovski qui dit bah moi mais je m'entraîne tout le temps, mais c'est vrai que je faisais pas attention à mon poids et tout. Tu vois, je pense que au sein du club et du gym, c'est pas une bonne passe et que Hooker qui est blessé. Regarde. Et tu m'as dit, pardon? Non, mais en gros, en fait, quand je regarde l'activité de Volkanovski, c'est quand même trois combats en fait en 2023 en étant champion, tu vois. Et c'était un petit peu la même chose pour Adesanya qui a été très actif, hein.
cette année et même l'an dernier, tu vois. Et c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup d'activités, le fait de faire beaucoup de coaching, d'enchaîner des training camps, bon là pour le coup il a pas eu de training camp, Volkanovski, mais c'est vrai que en fait je pense qu'il faut minimiser ce risque-là lorsque tu es champion. Après malheureusement ça donne des champions comme, enfin je dis malheureusement comme John Jones, hein, tu sais qui sont à un combat par an, mais en tout cas c'est ce qui font qu'ils perdurent en fait dans l'histoire, tu vois. Ouais, après, bon, il est déjà booké là le 20 janvier face à Topuria pour l'UFC 297. Donc c'est bien Je sais pas parce si que ça va se lui. faire maintenant, Mika, hein. Ah bah moi je l'ai booké, hein, c'est déjà. Ouais, ouais, Mais il s'est t'as déjà même booké. sur cet événement, tu auras Arnold Allen qui affronte Movsar Evloev. Donc pour moi c'est booké, hein. Et ils sont déjà en train de chercher le futur prétendant au titre en mettant Allen contre Evloev. Enfin pour moi c'est le combat il est booké. Bah, en Et fait, d'ailleurs il reste 3 mois, ouais. c'était un peu triste de voir Volkanovski à la fin de la conférence. Bah, t'avais vraiment l'impression de parler à quelqu'un qui déprimait, alors que, tu vois, de l'extérieur, moi, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui était archi épanoui et qui, Ouais. comme tu le dis, combattait régulièrement. Et lui, en fait, il dit que même ça, il se sent pas assez, pas valorisé, mais il voudrait être encore plus actif que ça. Ouais. C'est incroyable. Mais non, mais en tout cas, je doute que le combat se fasse parce que bah, il sort d'un KO, même si c'était pas Non, un non, KO, moi, même si je, c'était je, pas un dou- KO je- net. non, non, moi, je pense que le combat, il se fera, Mais en franchement. tout cas, voilà, c'est qu'en fait, ce qui est dommage, c'est que je pense que ça va vraiment aussi l'impacter déjà physiquement et psychologiquement déjà, sur sa préparation parce que c'est le 20 janvier, on est le 22 octobre, donc c'est dans 3 mois. Donc imagine avec la perte de poids, le coaching, les sparring durs, là, je pense pas qu'il pourra déjà les reprendre maintenant. Parce que normalement, déjà, dès que tu es autour d'une blessure comme ça, l'UFC, ils t'interdisent, je crois, c'est Ouais, quoi? C'est mais quelques semaines. ouais, c'est ça, je crois que c'est un mois et demi, donc ça veut rien dire. Ils vont l'interdire de combattre, mais ils l'interdiront pas de s'entraîner. Oui, bien sûr. Et un training camp, ça dure 7 semaines, 7 8 semaines, un bon training camp. Donc Ouais. là, il va prendre deux Ouais. semaines, il va revenir tranquillement. Non, moi, je pense que c'est jouable. Maintenant, peut-être je me trompe, mais je pense qu'il y aura pas de souci pour qu'il revienne. Écoutez, on verra. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. En deuxième partie, Mika, on l'a pas annoncé, mais on recevra Gaëtan Hurtel de la Old School Academy, fondateur et head Ex- coach de la Old School Academy. Mais en attendant, on va quand même revenir sur l'actualité du MMA français. Mika, il y a deux Ouais, semaines. Ouais, alors c'est juste pour vous expliquer, on va pas parler du MMAGP parce qu'on va attendre Gaëtan Hurtel pour parler du MMAGP parce que deux champions du MMAGP sont des gars de la old school. Je parle de Alphand Rocher-Labasse et de plus récemment, ça s'est déroulé hier, c'est Michael Al-Jarouj. Donc on va parler avec lui de la old school, des performances de ses poulains et du coup on parlera du MMAGP. Vas-y, je te laisse ouais, donc je lui disais en fait, je voulais faire quand même un big up au MMA amateur, Mika, parce qu'il y a 2 semaines, il y a eu, j'ai pas les noms en tête, je suis désolé, mais l'AEF. il y a eu, ouais, même avant l'AUF, il y a eu des amateurs qui ont été au Cage Warriors amateurs. Je sais qu'il y a une élève des Mamouji Gym de Nicolas Haute, Delphine, qui a remporté une ceinture. Il y a eu d'autres combattants. Elias, avec qui on s'entraînait, Elias Nadir, qui a combattu aussi au Cage Warriors. Et voilà, en fait, je voulais me faire un petit big up quand même au MMA amateur parce que ça monte fort le niveau. Et d'ailleurs aussi, il y a eu la EF Mika où on a assisté Ouais, la semaine dernière. l'AEF. Exactement. Moi, je vais faire deux petits. Voilà, je vais citer deux, trois personnes, moi, qui m'ont. Après, je te laisserai citer aussi des noms s'il y en a qui t'ont marqué. Amori Wako, voilà, moi, ça fait longtemps que je le vois. Il a un bon parcours amateur. Il a 9 combats, 8-1 aujourd'hui. C'est un gars aussi de la old school, d'ailleurs. Ouais. Je l'avais déjà vu au 100% fight lors de la Supreme League l'année dernière. Très bon combattant à suivre. Franchement, il propose des belles choses et je pense que son passage chez les pros est incessamment sous peu. Samba Sima, l'élève Malik de Silla. Malik Silla, ouais. Samba, on a envie de le voir maintenant, on a envie de le voir pro, quoi. Franchement, Il est très belle boxe. ouais, en fait, c'est soit il fait les IMAF, soit faut passer pro. C'est-à-dire que soit il se dit, OK, moi, ce que je veux, c'est faire les championnats du monde, et dans ce cas-là, je comprends tout à fait. Mais à un moment donné, faire les petits plateaux comme ça, c'est fini. Il survole un peu et ça a pas de sens de faire des petits plateaux en France. Maintenant, il faut qu'il y aille sur le circuit pro. Ensuite, j'avais deux gars qui m'ont impressionné, c'est les frères Muris, voilà, qui ont perdu dans des décisions partagées, qui franchement, notamment sur le combat contre Duragrin, élève de la old school aussi d'ailleurs, et qui est champion de l'AEF, qui peut être contestable la décision, mais ça reste du parcours amateur. Mais Thomas Muris qui m'avait vraiment impressionné, Théo Muris qui m'avait
extrêmement impressionné face à Ibragimov et Movsar Ibragimov aussi qui est incroyablement fort. Pareil, je crois qu'à 23 combats, 19-4, c'est un Belge qui fait les parcours qui fait l'IMAF, etc. Donc lui, c'est vraiment un habitué pour le coup du circuit amateur et je pense qu'il est temps de passer chez les professionnels. J'avais pas bien compris son call-out aussi avec Taylor Lapillus, tellement il y avait pour C'était moi de ironique. ah ouais, voilà, parce que pour moi, Oui, c'était plus pour le taquiner, parce que pour moi, oui. il y a pas photo entre les deux. Et enfin, Patrick Abirora. Abirorak avait gagné sur guillotine. En tout cas, voilà, l'AEF m'avait surpris. Franchement, je vous le dis, c'est surprenant d'avoir une carte amateur de ce niveau-là. Si vous enleviez les protections et si vous enleviez le format 3x3, c'était un beau combat. Enfin, franchement, il y avait des combats qu'on aurait pu revoir chez des pros et même des Bien pros qui sûr. sont parfois même moins forts que eux. On a des amateurs qui sont solides. Ils ont réussi à créer des histoires. On le sait, il y avait deux combats qui étaient assez médiatisés. C'était Paul Denis contre Ibrahima Mama, et on avait un autre combat aussi qui était attendu par les fans. Alors moi, je connaissais pas, hein, mais Ibrahima Marna, c'est Mika. Ibrahima Marna. Marna, pardon, ouais, exactement. Et ensuite, on avait Abou Kamara aussi qui avait combattu Ludovic Fidel. C'était un truc qui était assez attendu aussi dans le public. Mais voilà, tout ça pour dire que l'AEF, franchement, fait fort sur le circuit amateur. Et ils ont annoncé qu'ils allaient organiser leur première édition pro l'année prochaine. Donc, on a hâte de voir des durs à grains passer chez les pros. Enfin, tous les gars qui sont amateurs, on va les voir basculer chez les pros et ça va donner des belles oppositions. Pour rebondir rapidement, Mika, en tout cas, je te rejoins sur les noms que tu as cités, Samba Sima, le coup d'œil, le relâchement. J'abuse un petit peu, mais tu sais, tu vois, des petits airs d'Anderson Silva, franchement, c'est très beau à voir. Théo Muris qui a affronté Mosvar Ibragimov. Franchement, le niveau, je te jure, il est fou. Tu sais, ces transitions en single leg, la manière dont il désengage la lutte pour reboxer, c'est très, très beau à voir. Malheureusement, il perd. C'est comme, j'ai envie de dire, c'est un petit peu contestable, hein, de ce que j'ai vu. Mais Mosvar aussi, Ibrahimov, c'est du très, très haut niveau, hein. Il a 19-4 et c'est vraiment des. Ça me fait plaisir, moi, en tout cas, de voir des amateurs avec de tels palmarès. Tu sais, qui ne se précipitent pas, qui prennent leur temps chez les amateurs et qui, tu vois, qui vont pas directement, on va dire, entre guillemets, griller leur cartouche chez les pros. Mais franchement, le niveau, il est dingue. Le niveau, il est vraiment dingue. Les contrôles au sol, c'est fou, tu vois, tu sais, à l'époque, quand on voyait même chez les pros, hein, tu sais, par exemple, au Contenders, 100% Fight, tu voyais beaucoup de bagarres. Là, c'est du pur MMA que tu vois. Que ce soit Ouais, en ouais, boxe, la manière non, de mais rentrer, la manière de défendre, c'est fou, tu vois. pas partout. Mais sur les combattants qu'on a cités, clairement, ils Oui. savent tout faire. Clairement, là, je suis d'accord avec toi. Et c'est ça, et Patrick Abiroros qui a su finir le combat assez rapidement. Moi, lui, Ouais, mais c'était, oui, franchement, là, les gars, c'est ça c'était qui me un, parlait. C'est ça qui me parlait de son adversaire, tu le connaissais? non, c'est pas méchant, mais c'était clairement pas à la hauteur de Patrick Abibora. Il a 16-6, le mec en face, il avait zéro combat. Et c'était son Bah, premier combat. justement, parce que Je sais ce qui pas est bien, je c'est sais qu'il pas d'où a. ils ont, ouais, mais je sais pas d'où ils ont sorti son palmarès. Ils annonçaient qu'il avait 4-1 ou je sais pas. Faudrait qu'on me sorte les preuves. Mais ce que je veux dire, c'est bon. Après, lui, il est fort. Il y a pas à dire. Bah, Abibora, justement, parce qu'il est Abibora, bien, c'est qu'il a justement vite finalisé le combat, tu vois. Et qu'il a ah pas. ouais, Tu vois. il a pas niaisé, quoi. Et je crois que lui aussi, il annonçait qu'il passait chez les pros. Non, il part pour les championnats du monde. Ah oui, voilà, il fait, et après, il disait qu'il passait chez les Ouais, pros. qui auront, je crois qu'ils auront lieu en Albanie, il me semble. Et d'ailleurs, il a été tweeté par Georges Saint-Pierre, donc je crois qu'il s'entraîne là-bas, Bah, si en je dis fait, pas de bêtises. ouais, j'avais vu une vidéo sur Twitter. Et bah, je crois que c'est lui qui l'avait publié. Tu le vois qui, en fait, Georges Saint-Pierre lui donnait des conseils. Et sur une interview, je sais plus sur quelle, sur RMC ou je sais plus, il disait que, en gros, Georges Saint-Pierre lui avait accordé au moins 1 heure de son temps et tout. Tu vois, et qu'il lui avait montré pas mal de détails techniques, qu'ils avaient échangé ensemble et qui se suivent d'ailleurs sur les réseaux. Et d'ailleurs, le soir même où il gagne, Georges Saint-Pierre lui envoie un petit message et tout pour le féliciter. Donc, en tout cas, voilà, c'est très, très prometteur le circuit amateur. Franchement, moi, je suis vraiment surpris, hein. Et voilà, c'est bravo à Willy Europe en tout cas pour l'organisation. C'était top. Et Ouais, non, c'était top. Après, là, ce qu'on peut dire dans l'actualité, on a hâte, c'est de revoir le Arrest. Là, c'est dans un peu moins d'un mois maintenant. On sait, les deux combats les plus attendus, c'est Baïsongour contre Clint Hammer et Mustafa Aida contre Aboubakar Younsov. Et pourtant, la carte, elle est pas
elle est même pas dévoilée entièrement, que c'est déjà sold out, c'est incroyable. Là, je vois, il y a des combats qui se rajoutent. Je vois Jackie Jeanne contre un Belge qui a pas de combat. Il y a Wissem qui combat un gars qui s'appelle Magnus. On a aussi un beau combat, ça va être Xavier Lessou contre Ronnie Bouzy, ça va être pas mal. Riley Soudela contre Emmanuel Dawa. En tout cas, c'est une belle carte. On a hâte de retrouver le Ares. Hâte de voir aussi ce que ça peut donner à Levallois. Je pense que ça va bien le faire parce que Bah, la salle s'y prête. ça avait déjà été. Le Ouais, RS2, il avait été à Levallois il y a deux mais ans. j'y avais pas été. Ouais, Pour être honnête, tu commandais, je crois, sur RMC à ce moment-là. non, non, j'ai pas commenté le RS. J'ai T'es jamais sûr? commenté le RS. Ah ouais, ouais, je suis sûr. J'ai Mika, jamais commenté le RS. il me semble que tu étais sur le plateau d'RMC à ce moment-là, Mika. Ok, bah je faisais peut-être autre chose, mais, mais c'était pas le RS. Ouais, donc ça arrive vite, hein, ça a été sold out. Et bah, Mika, Ouais. pour revenir sur l'actualité du MMA français, on a une nouvelle signature. Omar Sy. Elle est light heavyweight à l'UFC. Et franchement, quand je regarde son parcours, je vois que c'est un sans faute, que ce soit du côté du management, du côté des choix de combat. Et j'ai envie de dire, c'est un sans faute. C'est un sans faute. Franchement, c'est bravo à eux, hein, bravo à lui et son manager Guillaume Pelletier, parce que bah déjà, là, c'est quoi? C'est le cinquième athlète français qui a été signé pour la BTT. Ça n'a jamais Ah été bah fait là, auparavant, il me semble. ouais, il y a eu Morgan Charrière, Yanis Guémouri, Nora Cornol, Oumar Sy, et je sais pas c'est qui, et Benoît Sani, c'est ça? Ouais, Yanis Mais, Guimouri, ouais, c'est ça. mais avant ça, il y a eu quand même Fares Ziam qui ensuite avait changé aussi. Ouais, Et franchement, il a ses entrées, il continue à le prouver. En plus, on voit qu'il travaille avec les deux matchmakers de l'UFC parce qu'il signe aussi bien les filets poids lourds que les poids légers. ouais. Bah, bravo à lui. Après, pour Oumar Sy, surtout faut revenir à Oumar Sy, 9-0 en carrière, 4 KO, 3 soumissions de décision. C'est un perfect au KSW qui est quand même une grosse orga. Faut le rappeler, c'est le top européen, top 10 mondial dans les organisations. Bah voilà, maintenant on a hâte de voir. Oumar Sy, je pense qu'il sera apte à combattre d'ici janvier de l'année prochaine. Et j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Et quand je voyais les combats hier sur la carte de l'UFC 294, par exemple, notamment le combat du Marocain Azaitar, bah franchement, je pense que comment dirais-je, Oumar Mais peut c'est pas, battre Abou Azaitar. mais c'est pas la même catégorie, Mika. Moins de 93. Ah, C'était en moins de 93, je crois, Abou mais Azaitar hier. non, jamais de ta C'était en vie. combien? C'est un léger, Azaitar. C'est un. Mais non, pas Hotman. Ils sont deux. Oui, mais non, mais même les deux, c'est pas des poids lourds. Ah, bah, je croyais que c'était en moins de Mais 93. non, c'est impossible. Là, tu me mets le doute parce que tu me le dis, mais Bah, je l'ai trouvé tellement balèze. non, c'est Ah, peut-être que c'est attends. un 84. T'as peut-être raison. Ok. Je regarde tout de suite. Ouais, vas-y, parce que j'ai cette topologie. Je regarde tout de suite. 185. Ah ouais, t'as raison. Ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est chez les moins de 84. Eh, il est balèze. Tu trouvais? Ah ouais, je les ai trouvés balèzes. Physiquement, je les ai trouvés balèzes. Mais après, il y a de la place. Il y a de la place chez les light heavyweight. Ça, c'est Oui, Gamahit qui est non, mais actuellement en tout cas, indestructible. clairement, il y a de la place et je pense que Oumar va faire son chemin. Il faut qu'il se construise petit à petit. Mais hâte de le voir dans le roster des 93 et hâte de le voir arriver dans le top 15. Non, mais il y a de la place, hein. Franchement, il y a de la place, hein. Si le matchmaking il est bien construit, il y a de la place pour gravir les échelons, doucement mais sûrement. En tout cas, j'ai hâte de voir ses débuts à l'UFC. Et encore félicitations à lui et à son équipe. Ensuite, on Euh, peut, on peut aussi dire, il y a Taylor qui nous a dit qu'il allait combattre. Il a même ouais. donné la date. C'est le samedi 13 janvier 2024, UFC Apex à Las Vegas. Donc, il n'a pas encore annoncé son adversaire, mais il nous avait dit que c'était un mec invaincu. Donc, voilà, c'est à vous de faire le taf. Et le main event annoncé sur ce combat, ça sera Preston Parson contre Bassi Lafez. C'est des poids moyens chez les Américains, donc c'est un UFC Apex. Il y aura aussi en common event Arlovski contre Waldo Cortés Acosta. C'est fou, hein. Alors, si, comment encore? C'est une dinguerie. Ouais, c'est incroyable. Mais voilà, en tout cas, restez connectés et voilà. C'est les combats. Après là, les main event et common event, c'est pas les définitifs, hein. C'est ce que je vois sur les mises à jour, moi, sur les cartes, mais ça risque de bouger. Mais voilà. Que dire de Ouais. plus ensuite sur non, Taylor on a fait, Oumar Sy on a fait.
Il y a Benoît Saint-Denis ça approche là pour Benoît Saint-Denis. Voilà, c'est ça. Benoît Saint-Denis, les gars, on rappelle, Benoît Saint-Denis le 11 novembre, donc c'est même avant le Ares, qui combattra Matt Frévola. On a reçu Benoît, il nous a fait l'honneur de venir. Sur la carte qui, pour moi, la plus attendue pour deux raisons, parce qu'on a John Jones vs Miocic et Pereira contre Prochazka. J'ai pas écorché son prénom. Et on aura forcément ce combat Frévola contre Benoît Saint-Denis. Pour moi, c'est le futur jalon. Là, moi, c'est cet événement que j'attends avec impatience. Et je crois que Benoît peut le faire et j'ai hâte. Et de toute manière, on reviendra sur cette carte et on l'analysera plus en détail. C'est ça. Mais Mika, juste, on va recevoir Gaëtan Murtel dans quelques Ouais, minutes, dans même pas quelques quelques secondes. minutes, ouais. Et juste un truc, j'aimerais revenir, et ça aussi, peut-être qu'on fera un direct même là-dessus, AB. C'est, je trouve scandaleux que l'UFC ait rompu son contrat avec l'USADA pour Conor McGregor. Je trouve Ah, ça scandaleux. mais Scandaleux. ouais, ça, ça mérite un travail d'investigation. On doit investiguer sur ça, mais c'est vrai que, franchement, moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise, le Sada et tout le bordel, mais je sais que là, il y a une nouvelle agence qui a pris le relais. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Mais tout ça à cause de Conor McGregor, à cause des caprices de Conor McGregor. Mais c'est fou, hein. Ah, Ouais. ah, c'est incroyable. Franchement, moi, ça me dégoûte franchement, je trouve ça. Après, je dis pas que l'autre agence, ça va pas être aussi méticuleuse et autres, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose, ça veut dire que quand il y a un combattant qui pèse très lourd et qu'il y a des enjeux financiers, eh ben, on est beaucoup plus souple avec les règles et ça, franchement, je trouve pas ça normal. Malheureusement, malheureusement, Mika. Du coup, j'ai envoyé, Les liens à Gaëtan. ouais, je lui ai envoyé les codes. Est-ce que toi, tu peux envoyer le lien de ton téléphone? Ouais, Maïa, tu l'as envoyé là, je viens de voir. Ah, bah, ouais, c'est bon. En Ça tout marche, cas, hein. n'hésitez pas C'est bon, il arrive, il a vu. à vous abonner. N'hésitez pas à suggérer des invités. D'ailleurs, Mika, il faut qu'on se refasse une tournée des invités. Non, on n'a pas teasé pour le moment, mais on vous prépare ça. Et Ouais, après le truc, c'est que bah, il y en a certains, ils ont des actualités et c'est pas si facile hein, d'en avoir un. Il y a certains, ils veulent pas. Hein. Ils nous disent non. Donc du ouais, coup, non, mais c'est vrai. Et ouais, c'est je suis pas. d'accord, c'est vrai, Il c'est y a vrai. certains. Souvent, on nous dit mais pourquoi vous invitez pas ci, ça, comme si c'est nous qui boycottons. Mais c'est pas qu'on boycotte. Hein, c'est tout simplement des fois que certains ne veulent tout simplement pas nous. C'est pas nous recevoir ou nous qu'on les reçoive, mais ils veulent pas faire d'interview. C'est comme ça. Eh, Mika, tu remarques pas un changement là? Regarde, Sur sur moi. t'as les dents blanches. Bah, je sais pas, Yo, tu souris. regarde, j'ai réparé mes chicots. Ah, j'ai pas vu. Bah ouais, j'avais les chicots pétés, wesh. T'as pas fait Ah attention, non, malheureusement. là, Tu j'ai me pas regardes fait pas assez. attention. Ouais, excuse-moi, Ebi, franchement, c'est le dernier truc que je regardais. Ouais, désolé, hein, on vous fait patienter, mais c'est parce que franchement, Gaëtan Hurtel, vous allez le voir tout panner à sa tête, c'est pas quelqu'un qui est habitué de Non, mais l'informatique. tu sais que, ah bah, j'allais raconter une petite anecdote, mais il est là. Il vient d'arriver, merde, faut qu'on se taise. Gaëtan, est-ce que Ah, tu nous entends? Là, il manque juste là. Ah, il a pas encore le tu, micro tu, activé. Ah, c'est bon. tu sais de quoi on va parler là en premier, AB? Parce que quand Ouais. même, on n'en a pas M'entendez parlé là? assez. Ouais, c'est Ouais, bon, tu nous reçois? attention, hein, elle a s'enregistré direct, hein. Pas de problème. Quel beau décor derrière toi. Bien sûr, la pression, ouais, c'est beau, hein. Oh, C'est putain, un, c'est 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 un de l'art, incroyable. c'est de trompe-l'œil. l'art, c'est de l'art. C'est un Ouais, trompe-l'œil. Ouais. juste avant de parler de ton actualité et du MMA-GP et donc de la old school, de tes gars, etc., j'aimerais quand même revenir sur un truc qui se passe qui est incroyable en France. On l'oublie. Ibi va dire que je fais du prosélytisme, mais les gars, on a Saladin Parnasse qui va faire cette troisième ceinture au KSW. Et je crois qu'en France, je ne sais pas si on prend la mesure de ce qui se passe, mais faire trois catégories de poids, être champion au KSW dans trois catégories de poids, c'est du jamais vu. Et surtout que c'est deux catégories au-dessus de la sienne. C'est pas comme s'il faisait une en descendant et une en montant. On parle de quelqu'un qui monte de deux catégories. C'est-à-dire qu'il était à 66, il fait 70 et maintenant il va chez les 77 face à un mec qui est invaincu qui a 14-0. Donc voilà, gros big up à Saladin qui devrait combattre au mois de décembre et on reviendra de toute manière. Hein, d'ici là, on reviendra sur le cas Saladin.
mais je trouvais important qu'on en parle Ouais, et on je devait en ferai du parler, on a dit. prosélytisme toutes les semaines. Je vendrai Saladin Parnasse. Voilà, Merci, c'était juste Mika. pour. Non, mais c'est vrai, on devait quand même rebondir là-dessus. En tout cas, comme on l'a annoncé en première partie, on reçoit Gaëtan Hurtel, fondateur de la Old School, si je ne me trompe pas, Gaëtan. C'est ça, Old School Academy, ouais. Et le hit Tout à coach fait. de la Old School Academy, bah, bienvenue à toi. Merci les gars de me laisser un petit volet, un petit espace médiatique. J'apprécie. Ouais, mais c'est parce que, en fait, toi, pourtant, t'es dans le 94, t'es pas très loin. Mais tu sais, tout ce qui touche pas au cœur de Paris, j'ai l'impression que les gens ne regardent pas trop. Et là, pour le coup, c'est cool parce que ce qui fait parler de vous aujourd'hui, c'est vraiment les performances. On va y revenir. Euh, Avant ça, on va quand même te présenter. Tu as été toi aussi l'un des pionniers des Français qui, en tout cas l'ancienne génération, peut-être pas les pionniers, mais la génération qui a suivi les pionniers. Et toi, tu as combattu aussi, pour ceux qui le savent pas forcément, tu as combattu, tu as été sur les circuits du 100% fight. Voilà, juste une présentation. Il me semble même qu'à l'époque, et je me trompe peut-être, je vais regarder ça tout de suite. Tu avais fait la Supreme League, mais je me trompe peut-être, et que tu avais affronté aussi à une époque Mansour Barnaoui. C'est à toi de me dire si je me trompe ou pas. Mais Ouais, je suis pas tout à fait un pionnier, mais par contre, j'ai eu la chance de faire la jonction. En fait, je me suis entraîné à l'époque à haute tension avec des gars comme David Baron, Jeff Lenog, qui en étaient eux, Boris John Stomp et compagnie. Et moi, j'ai une carrière pro qui a été courte, qui était sans ambition. Et c'était le plaisir de combattre, c'était un petit peu la nouveauté. Et effectivement, ouais, j'ai affronté Mansour Barnaoui en finale des Contenders. Ça remonte, ça va faire presque une dizaine d'années maintenant. Et voilà. Et c'est pour ça que j'étais aussi en partie un de ses fervents supporters au Bellator et que je suis déçu de ces dernières performances. Donc, école haute tension, j'ai pris mon autonomie. Moi, je viens du judo initialement. Il y a des gars qui sont intéressés au MMA à mes côtés. Et j'ai lancé un petit peu le concept. À l'époque, j'ai déjà dit ailleurs, mais j'étais nul sur la partie boxe, et y compris dans le MMA. Par contre, je pense que j'ai la chance d'avoir un bon socle de départ, c'est un brevet d'état judo qui me permet d'avoir une bonne pédagogie et réussir à assimiler des disciplines et chercher à les comprendre et pouvoir les retransmettre derrière. Donc ça, je dirais que c'est un de mes atouts aujourd'hui en tant qu'enseignant. Et du coup, cofondateur de la Old School Academy à l'époque avec Julien Boussuge. Et on va dire, j'ai pris mon envol et je suis devenu autonome il y a presque 8 ans maintenant. et on le voit aujourd'hui, bah, le travail paye. Je vais parler des pros, mais on va y revenir ensuite sur chacun. Ceux qu'on connaît le plus aujourd'hui à l'heure actuelle, qui font le plus parler d'eux, bah forcément c'est Alphand Rocher là-bas qui a pris la ceinture tout récemment au MMA-GP, qui accuse un palmarès de 10-2. On a Michael Aljarouj qui aussi a pris la ceinture du MMA-GP dans sa catégorie, qui a un palmarès de 9-4. On avait à une époque qui performait un peu, bah, avec un palmarès plus mitigé, c'était Jonathan Bossuku. Et on a des gars comme Adam Meskini, Alvin Lovensky. Enfin, t'as des gars. Et derrière, surtout, moi, ce qui m'impressionne, pour être honnête, c'est vraiment ce que tu fabriques avec. Quand je dis fabrique, c'est peut-être pas le bon mot, mais le travail que tu accomplis avec les amateurs. Et bah, l'un des amateurs les plus en vue aujourd'hui, c'est Duragrin, parce qu'il fait parler de lui à l'AEF, on en parlait. Théo Boudin aussi, gros travail que tu as fait avec lui. Amaury Wako aussi, je vous en parlais, il était sur la EF. Mehdi Gilson, qui est un peu moins connu, mais qui accuse un palmarès parfait. Je crois que c'est 5 combats, 5 victoires. Et voilà, bah, quel est le secret? Comment tu fais? Explique-nous. En fait, déjà, là, tu as évoqué quasiment 3 générations. La génération Bosuku que tu as affronté toi à l'époque, que tu avais battu d'ailleurs quand tu étais très jeune. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, si, je me souviens. Ouais. C'était vraiment ma première génération où finalement, en tant qu'entraîneur, je faisais mes armes. J'étais pas encore suffisamment armé, aguerri pour accompagner des gars au plus haut niveau dans le MMA. Le volume d'entraînement qu'on proposait à la old school, il était insuffisant pour faire de la performance. Mais j'avais déjà des garçons qui avaient du potentiel, qui étaient déterminés. Et du coup, on les a un petit peu lancés comme ça au feu. Et c'est ce qui explique qu'ils ont des palmarès en dents de scie, qu'il y a eu des victoires, des défaites, des victoires, des défaites. Ensuite est venue la deuxième génération, celle de Michael Aljarouj, d'Alphand Rochet, d'Adem Meskini, de Lovensky,
où là, finalement, il y a eu un environnement sportif qui a évolué avec presque 2 entraînements par jour. Et on voit la différence. On est et puis plus attentif aussi sur la construction de carrière de chacun d'entre eux. Je suis plus regardant sur le choix des oppositions. On est sur une vision à plus long terme. Alors qu'à l'époque, première génération, on était vraiment sur du court terme, sur de l'instant T. Je combats, peu importe ce qui s'y passe. On est sur du plaisir immédiat. Et la troisième génération, Duragrain, Théo Boudin d'ailleurs, qui a changé de nom de famille, qui a repris son nom initial, qui est Théo Ulrich. Donc il y aura un changement sur le topologie, je le dis ici, D'accord. et qui eux jouissent du circuit amateur, donc d'une grosse prise d'expérience en amont avant de passer dans le circuit pro, et qui seront a priori ma génération en tout cas la plus fructueuse, ou celle qui aura bénéficié d'un maximum d'éléments et d'ingrédients pour faire du haut niveau. Et Et vas-y, Ibi. non, je voulais juste poser une question. C'est quoi, en fait, on va dire, les erreurs que tu ne fais plus aujourd'hui quand tu parles de trois générations? Forcément, tu as dû faire des changements quand tu vois, par exemple, on va dire, la carrière de Jonathan Bosoukou et aujourd'hui, quand tu regardes le circuit amateur que tu produis. Il y a les erreurs, déjà il y a la précipitation. C'est-à-dire qu'un athlète qui a 19 ans, c'est pas le même qu'à 25 ou 26 Mhm. ans. Et je me suis laissé parfois un petit peu emporter par l'élan ou la générosité de mes athlètes. Un garçon comme Michael Aljarouche, par exemple, à 19 ans, il voulait battre la terre entière. Il se croyait capable de battre la terre entière. Et comme moi, à l'époque, j'avais pas forcément d'objet de comparaison et qu'il était plus fort que d'autres, je me suis retrouvé à le croire parfois et je l'ai lancé dans des défis qui étaient pour lesquels il n'était pas de taille. Et c'est des erreurs que je commets plus aujourd'hui. Mathis Duragrin, c'est quelqu'un dont on parle beaucoup en amateur, mais il est absolument pas armé pour faire du haut niveau ou pour combattre au niveau de Michael Aljarouge aujourd'hui. Il le sera dans 2 ou 3 ans. Et donc il y a de la patience. Euh, il y a un circuit avec la FFL ou la FMMAF qui permet de combattre et de prendre de l'expérience en amateur, de bénéficier en plus grâce à des organisations comme l'AEF d'une expérience médiatique. Ça veut dire tout ce que ça implique, la gestion du stress, de l'exposition aux caméras, aux médias. Et ça, c'est un élément qui est nouveau et qui est important pour moi. Donc ça, c'est un des éléments déjà qu'on a corrigé. Et puis après, c'est moi en tant qu'entraîneur, c'est-à-dire que aujourd'hui, je m'intéresse au MMA, je regarde des combats de MMA, je suis l'actualité. Et du coup, je pense que j'ai mûri aussi dans mon enseignement. Ok. Et il y a quelque chose aussi qui peut faire qui pourrait expliquer, hein, je tente pas de l'expliquer, mais qui pourrait expliquer que vous êtes moins connu, enfin la team est moins connue, et donc aussi que les combattants sont moins mis en lumière, c'est qu'on vous voit très peu sur le RS, l'Hexagone. On sait là où MMAGP, t'as deux gars et c'est des bons ambassadeurs puisque tous les deux sont champions. Tu as, comment dirais-je, Michael Aljarouge et euh, Alphand Rocher. ouais, c'est ça. Et chacun dans leur catégorie. Alors, il me semble que Michael Adjarouj, il est chez les Bantam, si je dis pas de bêtises. Michael, il est en flyweight. Ah, Il c'est a en combattu, flyweight. ouais, il a combattu hier au MMA GP à Bordeaux. Il y a eu une communication. Alors, c'est une organisation avec qui j'ai des très bons rapports de travail. Je m'en cache pas. Moi, j'apprécie la personne Abdel et y compris le matchmaker. On a une relation de travail qui est sincère et qui me permet de faire évoluer mes gars. Hier, Michael y a combattu en bantamweight parce que D'accord. je veux pas lui faire trop enchaîner les régimes parce que c'est quelqu'un qui est quand même très volumineux pour un flyweight. Et il a combattu contre un Brésilien hier, Nuno Costa, qui est à 15-4. Et Michael a gagné. En fait, il lui a mis un genou pleine tête en premier round et l'autre a pas voulu poursuivre dans le deuxième round. Donc là, il est en 10-4, mais sa caté initiale, c'est 57 kilos. Alors voilà, pour vous donner un peu le classement des Bantam, c'est la catégorie de Taylor. On a Taylor Lapillus en 1. On a Alphand Rocher Lab en 2, actuellement sur Fight Matrix. On a Maurice Boleyan en 3, Mustafa Ida en 4, Salamdek Damaef, franchement, je suis désolé, je sais pas qui c'est. Mokhtar Benkassi, Elias Boudexam, Michael Adjarouch et Mehdi Sadi en 9. Donc du coup, le champion Alphand Rocher, c'est en quelle catégorie qu'il a fait la ceinture, lui? En fait, j'ai Michael Aljarouche qui est champion en flyweight, qui a gagné contre Boursa il y a quelques mois maintenant. Et Alphand, il D'accord. a gagné contre un Vénézuélien Débitachon qui était à 7-1 en bantamweight. Alphand, il fait que. D'accord. Voilà.
D'accord, ok, c'est bon, je comprends. Et hier, j'avais donc Adem Meskini en 66 kilos, featherweight, qui combattait dans le cadre du tournoi. Il y a un tournoi Ouais. qui est aussi Ouais. organisé pour cette catégorie. Et lui, il affrontait un Brésilien, Modesto, là, qui a terminé son camp d'entraînement auprès de Benoît Saint-Denis, là-bas à Bayonne. Un gros client aussi. Et Adem s'est imposé hier à la décision unanime. Et du coup, il va rencontrer Bandjougou Sidibé pour la finale pour la ceinture des 66 kilos. Donc, c'est un beau tournoi aussi, relevé. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, félicitations parce que c'était un ancien partenaire d'entraînement Ouais. à Bonne nous. journée. Et félicitations à Sidibé qui s'est imposé sur ce combat. Et lui aussi, au final, très peu médiatisé. Gros parcours en dents de scie, début même à l'époque où le MMA n'était pas encore vraiment Ouais. En médiatisé. pancras, ça fait pas mal de pancras aussi. Ouais, beaucoup de pancras, mais c'est vrai que le MMA, ça lui correspond mieux. Il a un bon pied-point. Et en tout cas, félicitations à lui parce que ça me fait plaisir. Là, on voit qu'il arrive à sortir un peu ce qu'il apprend. Ouais. Et il a hier face au gars en plus, si je dis pas de bêtises, il a gagné contre Dimitri Solimes. C'est un gars qu'on avait déjà vu de la Ouais, team c'est d'Aldric Cassata. ouais, du Je Boxing me, Squad, ouais. ouais, c'est ça. Je me trompe peut-être, mais il m'avait impressionné aussi ce gars-là. Il avait 6-1 ou 6-2. Et on en avait parlé. Et d'ailleurs, ce gars-là avait déjà perdu contre Adam Meskini. Donc, en réalité, il y a une certaine logique au fait que Sidibé affronte, enfin que Bandjougou affronte pour cette finale Tonga. Et du coup, ouais, alors le MMAGP, tu peux nous, parce qu'en fait, le MMAGP, c'est vrai, hein, ça a été pour moi l'organisation numéro 2 derrière le RS. Et c'est vrai qu'il y a eu des couacs là sur cette début de fin mai, fin juin. Il y a 2 événements qu'on sauté. Il y a eu le départ de Cédric Doumbé qui a fait un peu mal du point de vue extérieur, hein. Et on savait pas trop s'ils allaient revenir ou pas. Et au final, les 2 événements sont soutenus. Il y a eu un événement à Genève le, Ouais. le 16 septembre et un événement le 21 octobre qui s'est tenu à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous dire, toi, du point de vue, voilà, en tant que entraîneur, même si bon, tu as tes gars dedans et tu as des bonnes relations, tu nous expliques, mais voilà, pourquoi le MAGP, qu'est-ce qui fait le MAGP et pourquoi tu penses que c'est pour toi l'organisation la meilleure pour tes combattants et que tu choisis pas l'Hexagone ou le RS? Ouais, alors je pense qu'il y a de l'humain, principalement de l'humain et des relations de confiance. C'est-à-dire qu'avec Abdel, quand on est rentré, on s'est contacté l'un comme l'autre. Moi, j'avais besoin de mettre des combattants en activité en France parce qu'à chaque fois, on était sur des one shot un petit peu à droite à gauche à l'étranger. Je voulais trouver de la stabilité et en France principalement pour que les gars puissent combattre devant leur public et prendre du plaisir. Le choix, il n'y en avait pas 20 000, il y avait Arès, Hexagone et le MMAGP. Et dans ce qui m'a été proposé, dans ce qui m'a été vendu, c'est dans le projet du MMAGP que j'ai retrouvé, en tout cas moi, quelque chose qui me convenait et qui convenait à mes combattants. C'est-à-dire une suite logique dans la progression de mes athlètes, des match-ups équilibrés, ce qui me semble avoir toujours été le cas au MMAGP. Qu'on prenne pour exemple le combat de Michael contre Boirsa, Alvin Lovensky contre Fayad Joumoua. À chaque fois, c'est des combats, en tout cas avec la old school, qui sont ni des combats faciles et ni des combats en short notice avec 2 catégories d'écart contre des tueurs à gages. Voilà, il y a toujours une cohérence sportive. Moi, je l'ai toujours retrouvé dans les combats disputés. Et ça, c'est ce qui m'avait été proposé et Abdel s'y est engagé. Et aujourd'hui, presque un an et demi après, force est de constater qu'il a tenu ses engagements. On a Michael qui a combattu 3 fois dans son organisation, qui en est le champion, qui est bien traité, que ce soit en termes de primes, en termes de conditions d'accueil. Hier, on était dans un hôtel, franchement, dans un hôtel magnifique avec une belle prise en charge. Donc moi, finalement, ça coche beaucoup de cases par rapport à ce que je souhaite en tant qu'organisation tremplin. Je sais que Ares, par exemple, elle offre en termes de médiatisation quelque chose que n'offre pas le MMAGP. Hier, l'organisation d'hier, l'événement d'hier, il est pratiquement passé. Ouais, sous les radars, ouais. Et ça, Ouais. on en a discuté hein, avec eux. C'est regrettable parce que hier, il y avait des combats de très haut niveau et Mais finalement, c'est passé sous les radars et Mais, c'est dommage. mais, mais déjà, ouais, voilà, c'est ça. Et est-ce que tu crois que c'est une volonté de la part des médias ou est-ce que tu crois que c'est un problème de communication? Parce que moi, tu vois, par exemple, je trouve que l'Hexagone, et pendant longtemps, je l'ai dit, l'Hexagone n'ont pas la communication à la hauteur de leur carte.
Et en fait, j'ai le sentiment que sur la stratégie qui avait été adoptée à un moment donné du MHP, c'était de communiquer autour de grands athlètes. C'est-à-dire de, par exemple, on le sait, il y a eu les événements qui ont été fabriqués autour de le banner, des événements qui ont été fabriqués autour du fait que ce soit la première édition en France. Le MHP a été la première organisation à organiser un événement de MMA en France depuis sa légalisation. Ensuite, il y a eu le fait de vouloir des grandes stars comme le banner, Cédric Doumbé. Euh, Tu vois, je me demande aussi si la communication maintenant, elle mérite pas aussi d'être poussée sur le storytelling et justement d'en savoir un peu plus sur la vie de Michael Adjarouj, d'aller voir un peu le quotidien d'Alphan, d'aller voir le quotidien de Sidibé Bonjougou. Parce qu'en fait, si les athlètes sont inconnus, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'organisation ne sera pas connue. Et en fait, c'est un travail d'équipe associé. C'est-à-dire que le MMAGP va récupérer entre guillemets, les followers, hein, parce que c'est comme ça que ça marche, hein, les fans de Michael Adjarouj, d'Alphan, de Sidibé, et ensuite, et vice-versa, c'est des vases communicants. Et le problème, c'est que si tu communiques pas sur leur vie, si tu fais pas des interviews sur eux en amont, si tu vends pas les combats, bah, c'est vrai que nous, les médias, on s'intéresse pas forcément à ça. De la même manière, quand tu t'organises à un événement et que tu apprends 2 semaines après ou 24 heures avant que l'événement il est annulé, que tu sens que la communication elle est pas ouf sur Instagram et tout, bah c'est vrai qu'on s'en détache. Mais c'est pas une volonté, c'est pas un boycott. C'est aussi qu'à un moment donné, les médias, faut s'en servir. Et pour ça, bah, il faut aussi les solliciter. Maintenant, c'est vrai qu'en plus de ça, vous avez pas eu de chance ce week-end, c'est que c'est passé pendant l'UFC qui était à la même heure que le Ouais, que le ouais. MMAGP. Vous avez vraiment pas eu de chance parce que c'est clair qu'entre 20 heures, faut pas se mentir, entre regarder Shimaev et il y avait Shimaev face Ousmane, à Ousmane Volkanovski, et Islam. le main event du MMAGP, c'est vrai que c'était compliqué de rivaliser. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que ce soit un boycott volontaire. Je pense aussi qu'il y a un travail à faire. Et ça, même les athlètes, hein, faut qu'ils le comprennent, de communication. Et peut-être que, ça, je parle aux athlètes en direct qui m'écouteront. Les gars, n'hésitez pas à investir sur vous. Quand je dis n'hésitez pas à investir sur vous, c'est à un moment donné, vous avez une prime de, je sais pas, 5 000, 6 000 ou 4 000 euros pour ceux qui sont un peu plus cotés que les autres. Tout le monde gagne pas ses salaires. Mais prenez 500, 600 euros, entourez-vous d'un vidéaste et partagez avec vous des vidéos du quotidien, des petites interviews, etc. Parce que derrière, ça va intéresser des gens et on aura envie de communiquer avec vous. Voilà, c'était un petit... Moi, ça, c'est un élément sur lequel on est mauvais. Abdel m'excusera, il le sait. En termes de communication, c'est clairement le talon d'Achille du MMAGP. Et je rejoins tout ce que tu viens de dire, le storytelling, etc. Un mec comme Michael, il a une histoire à raconter. C'est un mec qui est dur. Moi, j'ai absolument pas de problème à le dire. C'est un niveau UFC. Il est extrêmement fort. Et franchement, et tous ceux qui peuvent douter de ça, je les invite à tourner avec lui pour un 57 kilos. C'est un monstre. Mais bah effectivement, il a 3000 personnes qui le suivent sur Il le Insta. disait à l'époque, Il est- au 100% Fight, qu'il avait vécu la guerre en Afghanistan, il me semble, non? Ouais, il a une histoire de vie, voilà, et Ouais, puis il y a quelque chose à raconter, quoi. il est stylé, il est musclé pour un petit 57, voilà, il y a quelque chose derrière lui, et puis surtout, c'est un gars qui est complet, il est ultra athlétique. Là, hier, il a pris un mec à 15-4, il lui a pété 2 coups de genou, pleine tête, l'autre, il était en miettes, et dans une catégorie qui est pas la sienne. On sent que, voilà, lui, il a 26 ans, il arrive à maturité, il a passé un step, et, donc là, on a eu la chance de passer, nous, sur l'émission avec Greg MMA, Karaté Bushido, et j'espère que ça va pouvoir mettre un petit peu de lumière sur eux. Mais pour revenir à ce que disait, en fait, sur les 3 organisations, on va dire, majeures en France, chacune a en quelque sorte son talon d'Achille et avait des choses à m'apporter. À Arès, en tout cas, moi, l'idée que je m'en suis fait, c'est de me dire, si mes gars sont pas managés par le Management Factory, si c'est pas des athlètes du MMA Factory, n'ayant pas de rapport particulièrement, je suis pas proche avec Fernando Lopez par exemple ou avec les gens de cet environnement-là, ni en bien ni en mal. Hein. Je suis Ouais, pas sûr neutre. qu'on aurait bénéficié d'un accompagnement avec un intérêt pour mes athlètes. Moi, l'idée c'est de me dire, moi, j'ai pas envie qu'ils servent de chair à canon et qu'on m'appelle en sorte notice dans 2 catégories d'écart, etc. Je me suis méfié de ça, très franchement. Ouais, je comprends. Hexagone, en termes de cartes proposées, pour moi, il y a un manque de cohérence. C'est pas beau, les cartes d'Hexagone sont pas belles. Moi, si on me donne une carte d'Hexagone sur 10 combats, je peux vous dire lesquels vont gagner. Et à chaque fois, j'aurai Hmm. pratiquement 9 sur 10. Ça me plaît pas. Quand on va au MMAGP, il y a plein de choses qu'on peut critiquer et moi, je suis pas le commercial du MMAGP, j'y travaille pas. J'y fais juste combattre des gars. Force est de constater que si on voit Solimès contre Bonjour Sidibé,
difficile de pronostiquer le vainqueur. Mais attention, hein, ça c'est une critique que nous on avait pu faire. Et d'ailleurs, c'est vrai, dans les premiers événements du MAGP, je trouvais aussi qu'il y avait dans la carte des combats qui étaient trop déséquilibrés. Maintenant, c'est vrai que et on le voit sur les combats, en tout cas pour les ceintures, et notamment tes gars, tu le disais, tu as bien souligné, tu as bien fait de le souligner. C'est vrai que tes gars n'ont pas forcément eu des parcours, eux, pour le coup, simples. Maintenant, ça n'a pas toujours été le cas non plus là-bas, mais c'est vrai que c'est de mieux en mieux. Mais ça, je tiens à le souligner. Donc c'est soit moi je me précipite, je les mets à reste et ils bénéficient d'une médiatisation voilà sur le moment, mais si je considère qu'à ce moment-là ils sont pas prêts à faire face à tous les défis sportifs, bon bah la petite hype elle va durer pas Ouais. longtemps finalement. J'ai préféré faire le choix du sportif, de la construction de carrière. Un mec comme Al Jarouj aujourd'hui, il est prêt à aller dans n'importe quelle organisation en quelque sorte. Et Voilà. c'est vrai que pendant longtemps, j'ai douté sur le fait, parce qu'on en parlait quand même depuis longtemps, hein, d'Al Jarouj, hein, notamment toi et moi en off, ou même je pouvais en parler avec ton gars Sébastien, qui s'entraîne chez vous. Et c'est vrai qu'il me disait souvent, lui, que Al Jarouj était en mesure de battre, dans la catégorie des flyweight, était en mesure de battre Samir Faidin, et j'émettais des réserves quand même. Franchement, j'ai mis beaucoup de réserves sur ça. Et c'est vrai que force est de constater quand même que quand je vois les performances d'Al Jarouj aujourd'hui, je me dis qu'effectivement, si on avait un Al Jarouj Faidin d'une, Ça s'est ça pas sera fait un à l'époque, combat. ça? Ah, je crois pas. Ça s'était fait, pour la Le petite championnat de histoire, ça France? s'était fait en pancrace en 2x5 dans un événement Oui. pluridisciplinaire. Il y avait du kick, du full. Il avait été convenu que le combat ne soit pas référencé. Il y a eu un accord de principe parce que justement Michael était trop jeune et qu'il avait déjà eu 3 défaites. Et on s'était dit c'est une prise d'expérience. On fait le Mm. combat mais il ne restera rien. Un an et demi après, le combat est apparu sur Tapologie. Quand Michael Aljarouj commençait à gagner des combats et prendre en crédibilité, Mm. il y a eu un tour de passe-passe. Et le combat est apparu sur Tapologie à une date d'ailleurs qui n'a jamais existé. Et c'est le seul. Je vous invite à regarder le combat sur Tapologie. Vous verrez, il n'y a aucun autre combat qui apparaît sur ce genre de combat. Donc, tu as rajouté une quatrième défaite de Michael. Mais à l'époque, c'était un combat qui était déjà très serré. Et c'était clairement pas le Michael d'aujourd'hui. C'est Oui, en bien ça sûr, que je on disais sait tout à l'heure, il y a eu de il y la a eu. précipitation. Alors, Ouais. deux choses. On entend par là que faut faire annuler la victoire. Si, Non, mais je crois si ce que que. tu... Le combat Non, est mais, mieux, mais non, mais j'ai compris. Si ce que ouais. tu dis est vrai, en tout cas, voilà. Bref, peu importe. Mais en tout cas, rien ne retire ce que je dis. C'est qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, si ce combat se fait, d'une part, j'achète le combat. Donc là, je parle au promoteur. Donc Abdel, parce que si je comprends bien, mais je crois que Samir aussi sous contrat avec le RS, mais comme il est sur une série un peu de défaites, je sais pas s'il continue au RS ou pas. Mais c'est un combat qu'on a envie de voir. Voilà, je passe un petit message. Samir Faidin Al Jarouj pour la ceinture du MAGP est un combat que j'aurais envie de voir et je sais pas toi si ça peut vous intéresser, mais voilà. Tout ce qui est gros nom, Michael, on sait, pour ceux qui s'y intéressent, il a un problème de papier, il a un problème administratif, donc il peut pas sortir de l'Union européenne. Donc il peut même pas aller au Cage Warrior, etc. Il est enfermé sur le territoire pour combattre. On prend tout ce qui se fait de mieux, que ce soit Nicolas Leblond, Samir Feydin, et c'est pas pour faire injure ou pour faire du trash talk. Et que l'idée, c'est que Michael aussi, il puisse battre ce qui se fait de mieux en France dans la catégorie flyweight, et puis Bah, asseoir sa légitimité. En fait, c'est normal, C'est c'est vrai que le Nicolas Leblanc, voilà, ça il pourrait est être un bon prêt. match-up aussi, hein. Bah ouais, ce qui est bien, c'est que Nicolas Leblond, il est au MMAGP. Après, ceux qui sont classés aujourd'hui sur Fight Matrix, c'est Temerlan Azizov et Samir Faidin chez les flyweight. Aujourd'hui, ouais. parce qu'en fait, comme Adjarouj, il a combattu en bantam, il sort automatiquement du truc. Mais ce que je veux dire, c'est que, bah, en tout cas, il y a un sens avec Samir Faidin, mais après, évidemment, avec Leblond, ça serait aussi un excellent combat. On le sait. C'est un guerrier, il a fait des guerres au Cage Warrior, c'est un gros combattant. Mais Et voilà, ok, c'est moi, noté. En tout cas, voilà, il n'y a pas que lui. J'ai un gros groupe pro. Hein. Adem, voilà, vous verrez le combat, il sera rediffusé. Mais Adem a fait une grosse perf aussi. Alphan, aujourd'hui, je peux commencer à le dire, mais voilà, il y a un contrat qui est en préparation avec le KSW et le premier combat normalement prévu en janvier sur le contrat. Donc, ça veut dire que là, c'est bon, on décolle. J'ai été très papa poule, j'ai veillé sur eux, j'ai attendu qu'ils arrivent aussi à maturité physique, qu'ils aient les outils techniques pour s'exprimer au plus haut niveau. Je considère que Alphon, avec sa fiche à 10-2, les adversaires qu'il a pris, l'âge qu'il a, y compris en tant qu'adulte, en tant qu'individu, il est prêt à aller se confronter au plus haut niveau. Et puis voilà, il se passera ce qui se passera, mais et ça va être le cas pour beaucoup d'entre eux. Enfin, les pros que j'ai cités. Et l'idée, c'est que mes amateurs qui sont les plus mûrs, comme Duragrin, comme
comme Théo ou Amaury, eux vont devenir des débuts pro. Il va y avoir une espèce de cycle comme ça qui va se mettre en place. Et voilà, la machine est lancée à la old school et ça, c'est plutôt positif. Et ce qui J'allais... est... Ouais, pardon, Non, non, je vas-y, t'écoute. je te laisse finir. Non, ce qui est appréciable, c'est que tout s'est fait de l'intérieur, en fait, avec vraiment des fondations propres à la Old School Academy, avec des jeunes de notre environnement géographique que j'ai récupéré à droite à gauche. Et du coup, ça nécessite du temps. Et des fois, j'entendais des gens se demander pourquoi on n'était pas plus présent. Bah oui, au KSW, à ci, à ça. Bah, parce que c'est la contrainte de la formation et que on peut pas se précipiter en fait. Moi, je récupère pas des produits finis avec déjà un très haut niveau et une expérience de haut niveau. Faut que les gars fassent leurs armes et là, on arrive à la fin d'un cycle de formation pour Et, certains d'entre eux. ok, et justement, en fait, bon, tu as répondu à ma question, hein, je l'ai pas encore posée, mais tu dis que Alphonse sera sur le KSW en janvier, c'est ça? Oui. Et du coup, en fait, comment là tu travailles au niveau management? Est-ce que c'est toi-même qui as tes propres contacts avec toute l'expérience que tu as engendrée ou tu travailles avec un manager en particulier pour manager tes athlètes en professionnel sur le Non, terrain? bah alors le KSW, ils se sont intéressés en fait, ils sont venus au contact, ils sont venus à notre contact pour deux de mes athlètes, dont Alphand, et bizarrement ou pas, y compris pour un de mes amateurs qui a jamais mis les pieds en pro. Et c'est là où je vois la puissance du circuit amateur aujourd'hui. Amaury Wako, qui a 8 ans en amateur, qui est un gars spectaculaire, et ils sont venus taper à la porte en me demandant quand est-ce qu'il passait pro. Et donc cette relation avec le KSW, elle s'est faite en direct, en circuit direct. Après, avec le MMAGP, c'est pareil, c'est une relation directe. On avait des managers à l'époque avec qui on travaillait, mais arrivé à la fin des contrats, j'ai considéré que il n'y avait pas de réelle valeur ajoutée. Donc pour le moment, on n'a pas de manager, ça se fait en relation directe. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des organisations pour lesquelles j'ai pas la main, j'ai pas le carnet d'adresse, et que si un de mes combattants, par exemple, a le niveau et la volonté d'aller à l'UFC, par exemple, pour prendre un exemple, bah, j'aurais pas d'autre choix que de passer par des managers. Ouais. Mais aujourd'hui, dans cette étape de formation, étant donné que beaucoup combattent au MMA-GP, où on a une relation aussi particulière avec l'AEF, Willy, qui va se lancer en pro, En pareil, pro? dès janvier à l'AEF 5. Moi, tous les amateurs dont on a parlé, ils vont faire leur début pro chez Willy. Et je préfère le faire sur le territoire français avec des gars avec qui j'ai des bonnes relations de travail. Et le moment venu, si j'ai besoin de leur faire accéder à des grosses ligues, et ben là, on s'associera avec quelqu'un. Ouais. Donc là, c'est une belle manière de Ok. travailler, hein, surtout que, comme tu l'as dit, bah, tu as été formateur jusqu'à présent, en tout cas, là, de tous tes athlètes. Et bah, c'est pas tout le monde, en tout cas, qui forme ses athlètes du niveau amateur au niveau pro. Donc, félicitations à toi et à toute la team, en tout cas, pour tous les Mais résultats. Ouais, merci. et nous on recevra pour les prochaines fois peut-être Alphan ou Michael Adjarouch, celui qui se sentira le plus à l'aise de parler, mais même de faire un petit focus sur Michael Adjarouch qui nous raconte son histoire. Je pense que les gens pourront pas forcément s'identifier parce qu'il a vécu des trucs de ouf, mais au moins noter la persévérance du type quoi et voir que derrière un combattant il y a une histoire et c'est ça qui est beau dans ce sport, c'est que tout le monde a son histoire. Et du coup, on fera, en tout cas, je m'engage à faire un petit zoom sur tes gars, Gaëtan. Merci. Et moi, en gros, en conclusion, c'est la old school, des fois, dans l'esprit de certains, c'est un club un peu mystérieux. Comme tu l'as dit Ouais, tout à l'heure, on est un tout petit peu excentré géographiquement. Alors, on n'est pas dans le Loir-et-Cher, hein, ouais, mais je sais, ouais, c'est vrai. c'est une petite ville et du coup, il y a une espèce de part d'inconnu autour de la old school. Et je pense qu'il y a des gens qui mesurent pas, en dehors de ceux qui ont accepté de venir chez nous, comme nos amis de la bonne école ou les gars de chez Jean-Michel Foissard ou même chez les gars de chez Diabaté, quand ils viennent et qu'ils font des mises de gants avec mes gars, ils disent ah ok c'est pas quelque chose d'usurpé, c'est pas une fausse hype, il y a du niveau à la old school et il y a du nombre. Et en fait, presque c'est une invitation que je fais, mais s'il y a des athlètes qui veulent participer à des mises de gants chez nous, etc., ils sont le bienvenus. Et peut-être que voilà, ça permettra de mieux identifier le niveau d'un mec comme Meschini, comme Al Jarouche, comme Rochet. En Et, tout cas, voilà, et- on ouvre nos portes. et d'ailleurs, vous êtes situé où, justement? C'est dans le 94 à Villecrène, donc je sais pas si ça parle, mais c'est pas très loin de Boissy-Saint-Léger. Ouais, et puis maintenant, c'est rapide avec la nouvelle, enfin, ils ont fait Ouais, une nouvelle route qui fait que c'est hyper rapide. Tu sors vers Bonneuil et c'est direct. Franchement, c'est pas très loin. C'est à 20 minutes de Créteil. ouais, ouais, c'est ça, c'est pas loin. Mais là, on a récupéré quelques noms nouveaux qui sont déjà dans le circuit pro, des jeunes pros, et ça, c'est un On veut, phénomène nouveau à la old on school. veut, on veut les noms. Ouais, il y a pas de secret. On a récupéré Emerson Silva là
du Et, MMA GT. et Guilhem lui, Vlez. attendez, je reparle d'Emerson Silva. Il est vraiment bon, lui. J'en avais déjà parlé. En fait, c'est un bijou brut. C'est-à-dire il faut qu'il soit façonné. Mais franchement, il avait fait des belles guerres à 77. Faut qu'il trouve sa caté aussi. Et j'ai cru comprendre, en fait, Daniel Voiret nous en parlait, si tu te souviens, la semaine dernière, Ouais, ouais, ou il y a 2 semaines. ouais, la Et semaine, il ouais. nous disait qu'en fait, le problème avec Emerson, c'est que c'est quelqu'un qui travaille, qui peut pas s'adapter aux entraînements la journée avec eux. Et donc, du coup, c'est compliqué pour lui de s'entraîner avec le Venom. Et c'est vrai que j'espère le revoir et j'ai hâte de voir le travail que tu feras avec lui parce que moi, il T'as m'avait bien fait une bonne identifié. sensation. C'est exactement ça. C'est un diamant brut. C'est un mec qui a de la combativité. Tu sens il a eu des partenaires de qualité. Il sait aller au charbon, mais il y a un travail un petit peu plus fin à mettre en place. Tu vois, sur des éléments techniques. Et en tout cas, il a fait un cours d'essai chez nous. Il a essayé 2 fois, 3 fois. Bah, l'environnement lui plaît, ma méthode de travail aussi. Donc, on a récupéré, Emerson, Guilhem Vlès que je devais faire combattre à Lyon la semaine dernière. Donc, il y a ce phénomène un petit peu nouveau. Ou aujourd'hui, quand je leur dis, mais pourquoi vous venez à la old school? Parce que mon coach m'a dit de venir chez vous, parce qu'un tel m'a dit de venir chez vous. Et donc, c'est plutôt encourageant. C'est cool. Ouais, c'est encourageant, mais faut aussi dire que tu es dans un secteur géographique, tu es un peu excentré, mais c'est du plus parce que c'est l'occasion pour tous ceux qui sont à une quinzaine de kilomètres de là où tu es de venir s'entraîner et de se rendre compte que le MMA, l'élite du MMA ne se situe pas qu'au centre de Paris. Et que des fois, dans les clubs de province, on a des gros clubs et on le voit en France, de toute manière, les clubs de qualité, il n'y en a pas 1000. Donc, si à un moment donné, le nom d'un club revient souvent, et on le dit souvent, moi je mesure la qualité d'un club, surtout c'est au niveau de ses amateurs. Et aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on en parle et on disait, il y a 2 ans, on disait que la old school et le NR Fight étaient des gros clubs amateurs. Maintenant, on sait que depuis qu'il y a l'US Metro, il y a un gros vivier du NR Fight qui est parti à l'US Metro. Ouais. Mais pour ce qui est en tout cas de la old school, on le voit, ça paye. Et ça, c'est incontestable. Et donc, félicitations à toi parce que c'est entre guillemets, j'allais dire des produits, c'est pas des produits, mais c'est des combattants que tu as formés de A à Z. Et donc, félicitations pour tout ce que tu as accompli avec eux. Et moi, j'ai une petite dernière question, Gaëtan. Justement, là, ton club, il prend en popularité. On voit les résultats qui s'alignent. Et justement, le fait que tu as des combattants qui te rejoignent, comment tu vas faire à l'avenir pour gérer, tu sais, l'accompagnement des combattants? Parce que là, en à peine 2 semaines, il y a déjà eu un combat à l'AE, enfin des combats à l'AE, c'était à Rennes. Là, le MMAGP, il était à Bordeaux. On sait que tu Bah, avais, c'était Alphonse À qui était dans Lyon, le coin j'avais de. Erwin Barrett qui combattait à l'Octogone le week-end dernier pendant que les autres étaient à l'AEF. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Mikael Adjarouch qui était dans le coin à l'AEF, il me Ouais. semble. Et moi, j'étais avec Erwin Barrett, un autre bantamweight, et qui combattait contre un gars de chez Fabio Pinca. Donc, j'ai quitté mon emploi. J'étais fonctionnaire, j'étais cadre dans la fonction publique. J'ai quitté mon emploi. Je m'applique à temps plein. Du coup, mes pros qui prennent le relais sur des événements amateurs quand moi je suis sollicité ailleurs. Et je continue, même si les gens peuvent me prendre pour un fou, de croire en mon modèle. Mon club, c'est un peu comme une petite entreprise. J'ai un modèle qui diffère des autres. C'est moi qui donne les cours de lutte, de boxe et de sol, bien que je sois pas issu du milieu de la boxe pied-point. Mais c'est un modèle qui fonctionne pour le moment. Force est de constater que mes gars savent boxer, que ce soit Al Jarouj, Meskini, Alphonse Rochet. Ils savent faire du MMA. Donc pour l'instant, je garde la main sur mon groupe. Ça demande une surimplication, un investissement de ouf. Et c'est du temps, et tu mets les clairement. gants avec eux en plus, non? Ouais, je mets les gants avec eux, mais ça, c'est parce que je suis un sportif Ouais. maladif et j'ai besoin Ouais. de ça pour exister. Je comprends, je vois le syndrome que tu as. J'ai Voilà. essayé, j'ai mis les gants avec Nassour et Saladin Parnasse cette semaine, ils m'ont maltraité. J'ai j'ai déposé plainte contre Nassourdine. Ah ouais. Et ça, par contre, Lucas, c'est des trucs que je fais de moins en moins. T'as une liste de Ouais, grands jours où je sélectionne ouais, mes partenaires et je sais ouais. baisser le pied parce que c'est dur. Hein. Non, mais Et moi, 40 balais. je disais après, même pour comment dirais-je, pour Saladin Parnasse, je pense que on a intérêt, nous, Français, à 77 kilos et encore plus ceux qui sont encore sur le circuit à 77, de pas attendre forcément de pas attendre qu'on vous demande de vous solliciter. Je trouve que ça peut être bien aussi parfois que les combattants qui sont encore actifs sur le circuit, quand un athlète est en passe de faire quelque chose d'incroyable comme Saladin Parnasse, bah ça peut être bien que les combattants proposent leur service eux-mêmes
de dire écoute s'il y a besoin un match, de dire bah si t'as besoin de sparring et ben je peux le faire, de pas tout le temps être dans l'attente de recevoir quelque chose. On peut offrir, on peut proposer et au pire on vous dit bah non ça ira t'inquiète ou ouais bah ouais c'est cool et j'aimerais et c'est la même chose pour toi tu vois je pense que c'est un peu le même message que tu dis. Tout le monde est apte à venir chez toi mettre une mise de gants et ça permet voilà je crois que les clubs aujourd'hui, on a besoin de ça aussi, c'est que on voit que le niveau français il est bon et si on s'entraide, il y a de la place pour tout le monde. On le voit dans les catégories à un moment donné, dans l'élite, ceux qui perdent, c'est toujours les mêmes. Hein. Faut pas se mentir, c'est ceux qui sont bons. Hein. À la fin de la fin, ceux qui restent, c'est ceux qui sont bons. Donc autant s'aider et j'en profite aussi encore une fois. T'as une salle, tu la gères. Je sais pas si des fois il y a des sponsors autour de nous. Je pense à Venom avec Gary the Wicked. Non, pardon, je pense à Gary the Wicked. Je pense à Ah, Venom. Wicked Je One, pense ouais. à non, mais je pense à Venom aussi. Je pense à Gary de Wicked One. Je pense à Ring Cage. Il doit y en avoir d'autres, mais voilà, s'il y a des gens qui se reconnaissent dans le truc que tu essayes d'inculquer à taille humaine, bah peut-être que s'ils sont là, n'hésitez pas à contacter Gaëtan Hurtel. C'est le Instagram, c'est Old School Academy. Et s'il y a des dotations, tout est à prendre. Franchement, tout est à prendre, que ce soit des gants, des plastrons, des pattes d'ours et tout. N'hésitez pas à proposer votre aide et s'il y a des financeurs, bah, c'est encore mieux. Et des sprays anti-staphylocoque au cas où si Mika passe. Il y a eu, on a eu un réseau staphylocoque, là. Il y a 2 semaines, c'était terrible. Pour de Mickaël a vrai. dû Lui, passer par là, Mika. Ouais, Michael a dû passer, ça a été terrible. Ouais, bah, en tout ok. cas, cool de t'avoir reçu, Gaëtan. Merci de nous avoir accordé du temps. C'était un plaisir. Ben, merci à Ouais, vous, les gars. je te laisse le mot de la fin. Hein. Si tu as un mot encore à dire quelque chose, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas, c'est le moment, tu as la parole. Ouais, alors, simplement, je voudrais, en fait, ma prise de parole aussi, si elle peut permettre de mettre un petit peu de lumière sur tous ceux qui sont finalement des acteurs majeurs du MMA, mais qui sont un petit peu dans l'ombre. Parce que justement, ils sont dans ce travail de formation avec des jeunes combattants qui n'ont pas encore une exposition médiatique de malade. Il faut bien comprendre que, y compris dans certaines grosses écuries, je dis pas ça pour foutre la merde ou quoi, mais c'est qu'il y a des combattants qui viennent de quelque part. Très souvent, c'est des combattants qui ont eu des entraîneurs formateurs, qui ont eu des et ces gens-là, on n'en parle pas suffisamment. Et il y a des clubs qui existent en France avec des gens compétents qui ont accompagné des athlètes à très bon niveau avant que ces athlètes intègrent des grosses écuries. Et je pense que ce serait bien de leur laisser un petit peu plus d'espace médiatique et qu'on puisse comprendre comment fonctionne un petit peu la toile d'araignée du MMA français. Mais est-ce que, là, je rejoins, mais est-ce que tu crois pas aussi que c'est aux combattants d'avoir entre guillemets, un devoir de mémoire? Puis aussi, t'as raison, Ouais. complètement. Parce que C'est vrai. Il y a un syndrome on oublie tout, mais oui, c'est vrai aussi. ouais. Voilà, c'est le mot de la fin et nous, on est un petit ovni dedans parce qu'on arrive à conserver des jeunes avec de la loyauté, de la fidélité, on arrive à s'autosuffire en intra et si j'encourage les gens à venir chez nous, c'est aussi parce que ça va nous donner de la visibilité. Si on se déplace chez les gens, qu'il y a des caméras partout, bah, tout le monde se dit, putain, c'est là-bas qu'il faut aller parce que tous les athlètes sont là-bas. Et ce serait bien qu'il y ait un échange de bons procédés et puis que ces échanges puissent aussi se faire sur nos terres, dans le 94, à Villecrène. Bon, voilà, Voilà. le message, il est passé en tout cas, c'est avec plaisir qu'on suivra les débuts d'Alphan au KSW et les défenses de titre de Al Jaroud au MHP. Et puis Merci tous les gars. les autres amateurs, on en parlait, les autres amateurs, on en a parlé aussi à l'AEF. C'est incroyable ce que fait Willy et de toute manière, on suit ça de près. Et félicitations encore. Merci à vous pour tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à aller liker la page de la Old School Academy. N'hésitez pas à mettre j'aime sur le AB Show et à nous suivre sur YouTube. Et on revient avec vous pour des nouveaux invités. Vous allez voir, on fera une petite, C'est ça. Et il y aura une- l'Instagram de Gaëtan Hurtel juste en bas de l'écran. Donc, n'hésitez pas aussi à aller le follow sur les réseaux sociaux. c'est Ah, ça. là, je vais en gagner quelques-uns, je le sens. Ouais, Donc, faut que je passe à c'est part pas, des 3000. ah, c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Nous-mêmes, on a mis du temps avant de décoller, mais Ouais, c'est vrai que les dernières semaines, on a été plutôt actifs et franchement, on nous l'a bien rendu. Et je Effectivement. voulais vous dire, les gars, merci à tous ceux qui ont suivi RMC hier sur RMC Sport, l'UFC. Franchement, merci pour vos messages, La ça belle fait plaisir. chemise. Ouais, non, mais la plupart ont été franchement bienveillants dans leurs messages et merci à vous, les gars, c'était cool. Super, les gars. Bah, merci à vous écoutez, deux. bonne soirée à vous. Bonne semaine à tous. Parce que là, on est dimanche soir. Et salut, à bientôt. Salut les gars.
Bon, ciao, Gaëtan. Ciao À les la mecs. prochaine. Félicitations Salut. encore, mec. Ben, merci de m'avoir invité. Vous êtes top. Non, Et avec plaisir. je suis abonné, effectivement.